Ça y est, l'enregistrement est lancé. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce webinaire. Nous sommes le samedi 3 octobre et il est 18h11. Je pense qu'on peut démarrer maintenant. Saonera, tu souris, tu te dis, mais le monsieur, il se croit à la radio. Mais non, juste que je suis très content d'être en face de vous et puis ça m'inspire. Voilà, merci beaucoup et bienvenue. Je commence par me présenter. Je suis Mahamadou Sissé, entrepreneur aussi, mais avant tout, président du Conseil national de la jeunesse malienne de France, les CNJ, CNJMF. Nous avons Madame Fatoumata Nyang Nyox, Monsieur Brahima Saounera, qui est avec nous, Monsieur Papa Wan, de Diaspora Sud Vision, et nous avons Madame Atoumata Sissako, de Ethnical Fragrance. C'est bien ça? Merci à vous tous d'être là. Bienvenue pour gagner du temps parce que c'est 1h45 minutes, mais le temps passe très vite. Donc, je vais vraiment essayer de moins parler et surtout vous donner la parole à vous. Donc, rapidement, l'objet de cette rencontre, c'est dans le cadre du projet ou du programme Construire les Mali. Construire les Mali, Saounera nous donnera plus de détails tout à l'heure. Et les projets consistent à encourager ou à accompagner les jeunes maliens de la diaspora, que ce soit la France ou encore les autres 26 pays de l'Union européenne, à rentrer au pays avec un fonds d'amortissage qui peut aller jusqu'à 14 000 euros si je ne m'abuse. Saounera sera là de toute façon pour corriger. En tout cas, ils ont fait cette confiance au CNJ, au Conseil national de la jeunesse malienne de France, pour organiser ces webinaires. Il y en a eu il y a 2 semaines et aujourd'hui, nous sommes au deuxième webinaire dont je rappelle les thèmes. Créer son entreprise au Mali, quelles sont les clés d'une réussite entrepreneuriale? Alors aujourd'hui, je viens de citer les noms des panélistes. Directement, je vais donner peut-être la parole à M. Saounera, nous parler un peu en détail, pas très en détail, mais en tout cas en propos introductifs. Qu'est-ce que c'est construire les Mali? Et ensuite, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, nous avons quelqu'un qui demandait le replay du webinaire de la semaine dernière. Avec plaisir. Je vais mettre ça en commentaire tout de suite. Monsieur Saounera, si votre micro est activé, vous pouvez nous parler du projet, du programme Construire les Mali? En fait, je m'appelle Birama Saounera. Voilà, j'évolue dans le domaine de la communication et dans ces projets proprement dit, je suis le point focal de ce projet au niveau de France. Alors, je vais vous parler un peu de ce projet et d'ailleurs qui est géré par Mali Innov. Mali Innov, le coordinateur c'est M. Ball, qui empêché n'a pas pu prendre part à ce webinaire. Alors, le projet Construire le Mali vise à contribuer à l'amélioration de la participation de la diaspora à l'économie nationale à travers la création d'entreprises innovantes à fort impact socio-environnemental au Mali. Alors, il permettra de donner l'opportunité aux Maliens de la diaspora désirant d'entreprendre au pays de bénéficier d'un dispositif d'accompagnement financier ou non financier. L'approche de ce projet se veut participative afin de lancer une centaine de startups d'ici à 2 ans. Voilà, donc je disais que c'est géré par un consortium d'incubateurs qui est chargé d'accompagner ce projet. Donc, ce consortium est Mali Innov et qui est composé de plusieurs incubateurs, notamment de Jocolabs, notamment de Createam, de Impact Hub, de Donilab et de Tetelisso. Voilà, ces incubateurs sont là pour accompagner ces porteurs de projets afin que leurs projets soient de projets, afin de les aider à réaliser leurs projets. Voilà. Donc, le programme est financé par l'Union européenne avec son fonds fiduciaire d'urgence et l'AFD, qui est l'Agence française de développement, sur une durée de 2 ans. Donc, il prévoit, si c'est l'a dit tout à l'heure, un accompagnement de 100 projets. Donc, il y a 50 projets qui ont été déjà sélectionnés. Et aujourd'hui, bon, la sélection, il y a beaucoup quand même qui postulent pour qu'on puisse vraiment sélectionner les 50 autres projets. Alors, parmi ces 100 projets, donc il y a 20 projets qui bénéficieront d'un montant total de 14 000 euros. Ces 14 000 euros représentent le fonds d'amorçage. Voilà, donc c'est ce que je peux dire comme propos introductif par rapport à ce projet pour le moment, M. Sissé. Merci beaucoup, M. Saounera, pour cette introduction.
Maintenant, je veux donner la parole rapidement à Madame Fatoumata Niang Niox. Est-ce que vous êtes en ligne? Elle est la directrice exécutive de Jocolabs Sénégal et elle va nous parler de ce que son incubateur fait au Sénégal, peut-être du milieu entrepreneurial en propos préliminaires et ensuite, plus tard, nous pourrons poser des questions. Madame, vous avez la parole. Merci Mahamadou. Donc, je suis très ravie de participer à ce webinaire. Ravie parce que ce sont quand même mes frères maliens qui sont sur un projet donc très, très intéressant. Intéressant dans la mesure où il intègre la diaspora. Je pense qu'il doit être un facteur clé dans la réussite de la construction du Mali. Donc, vous l'avez déjà dit, je m'appelle Fatoumata Niang Niox et je suis la directrice exécutive de Jocolabs, qui est un réseau d'espaces d'innovation à travers l'Afrique. Donc, Jocolabs se trouve dans 8 pays et le Sénégal a été en fait le pionnier. Nous existons depuis plus de 10 ans. Donc, le 10 octobre, la semaine prochaine, nous fêterons nos 10 ans et ce que nous faisons avant tout, c'est nous créons des dynamiques collaboratives, en tout cas, pour permettre de propulser l'entrepreneuriat en Afrique, pour permettre aussi, je le disais tantôt, de créer des dynamiques collaboratives. Ça veut dire comment est-ce que nous pouvons, en nous alliant, travailler et construire notre Afrique de demain. Donc, je vais peut-être m'arrêter là. Pour laisser les autres se présenter. Je crois qu'on aura l'occasion d'échanger plus amplement sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Donc, merci Mahamadou et à tout à l'heure. Merci beaucoup, c'est excellent. Bienvenue. Et je m'en vais donner la parole tout de suite à M. Diaspora. C'est comme ça que je l'appelle, M. Papawan, pour vous présenter s'il vous plaît et nous parler un peu de Diaspora Subvision. Merci en tout cas, Madame Niox, pour cette présentation. On reviendra vers vous tout à l'heure. Je me présente, moi c'est Papawan. Je suis le fondateur et le directeur général de DSV, DSV qui signifie Diaspora Subvision, et donc une structure innovante d'accompagnement, effectivement, et de financement, d'accompagnement et de financement des porteurs de projets de la diaspora africaine établie en France. Nous existons depuis en 2015. Donc, de 2015, nous avons été créés et DSV a une double représentativité territoriale en France et au Mali. Voilà, je suis aussi entrepreneur. OK, parfait. Je vois que tous mes interlocuteurs sont modestes aujourd'hui. En 2 minutes, ça est une petite présentation brève, mais c'est bien. Contrairement aux politiciens, vous êtes pratique, vous allez droit au but. Maintenant, je m'en vais envers Madame Sissako Fatoumata. Est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. You have the floor. Merci Mamadou. Donc moi je suis Fatoumata Sissako, je suis fondatrice de la première parfumerie africaine basée sur les Champs-Élysées qui s'appelle Ethnical Fragrance. L'idée c'est vraiment de mettre notre produit malien qui est le tchouraï, qui est utilisé par pas mal de femmes, au goût du jour et que la diaspora puisse également l'utiliser. Et j'entreprends aussi au Mali sur une coopérative pour que les femmes de là-bas qui produisent ce produit-là puissent être rémunérées à leur juste valeur et créer de l'emploi et qu'on ait un impact social et environnemental aussi, parce que je veux vraiment que le label soit bio et équitable. À côté de ça, je suis également présidente d'une association qui vient en aide aux femmes. Donc l'idée, c'est d'accompagner les femmes dans leur vie au quotidien, dans les problématiques qui sont les violences et l'épanouissement. Donc on arrive au Mali aussi sur ces sujets-là et thérapeute en relations humaines également. D'accord, parfait. Merci beaucoup, Madame Sissako, pour cette présentation. Alors, je vais compléter la boucle en vous parlant un tout petit peu du CNJ sans trop m'attarder là-dessus. Comme je disais, c'est le Conseil national de la jeunesse malienne de France. C'est la structure fêtière de toutes les associations de jeunesse. Au sein du CNJ, vous avez l'association des étudiants, l'association des diplômés maliens ici en France. Vous avez aussi nos associations villageoises. Donc, c'est l'ensemble de tout ça que fait le CNJ. Notre rôle, c'est de faire des plaidoiries
auprès de l'État malien et l'État français sur tout ce qui est question de jeunesse. Ça, c'est la partie institutionnelle, mais au-delà de ça, on fait tout ce qui est social. On intervient beaucoup dans les foyers, auprès des étudiants. Pendant le Covid, il y a eu des collectes qui ont été faites, etc. etc. Au-delà de tout ça, il y a un volet entrepreneurial. Étant entrepreneur moi-même, donc forcément, j'ai bien voulu axer des mandats sur l'entrepreneuriat, essayer de créer des cadres, en tout cas, qui faciliteraient les retours de la diaspora au pays, des retours entrepreneuriaux en quelque sorte. Voilà un peu en 30 secondes les CNJ. Donc, Madame Niox, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur l'écosystème entrepreneurial au Sénégal? Quelles sont les difficultés auxquelles les entrepreneurs sont confrontés? Je mettrai l'accent sur la diaspora parce que ces programmes s'inscrivent un peu dans ce cadre-là. Quand un jeune Sénégalais de la diaspora retourne au pays, en général, selon leur retour, quelles sont les difficultés auxquelles ils sont confrontés? Et vous, en tant qu'incubateur, quelles sont les pistes de solutions que vous leur proposez, en tout cas pour faciliter ces retours au pays? Parce qu'ici, vous allez voir, peut-être dans le public, on a des jeunes qui sont déjà au Mali, mais on a d'autres qui ambitionnent de rentrer au pays, qui vont être confrontés à ce genre de problèmes. Et savoir qu'il y a des incubateurs, qu'il y a des structures qui les accompagnent, ça peut être rassurant. Alors, vous avez parfaitement raison, Maramadou, parce que souvent le retour au pays peut paraître, et d'ailleurs l'est, très très compliqué parce que ceux qui partent sont partis tôt. Donc souvent quand ce sont des étudiants, par exemple, ils partent à la fleur de l'âge, à savoir 18, 19, 20 ans, donc ils ne sont pas encore assez matures, mais ne connaissent pas vraiment les réalités de leur propre pays. Donc avec les études universitaires et aussi ce qu'ils découvrent ailleurs, donc au niveau des pays récepteurs, ils reviennent avec un autre état d'esprit. Et je pense que le premier accompagnement pour ces personnes-là, c'est d'abord de les remettre dans les bains, de pouvoir leur permettre de mieux connaître leur pays avec les difficultés que ça comporte, mais aussi avec ses réalités. Parce que nous avons tendance, moi-même issue de la diaspora, à rentrer avec des idées brillantes, beaucoup en tout cas d'engouement, mais surtout beaucoup d'ambition par rapport au modèle qu'on a reçu pendant cette phase migratoire, qui n'est pas forcément adapté à ce que nous retrouvons quand nous rentrons au pays d'origine. Donc, je pense que notre premier rôle avant tout, c'est de permettre à ces jeunes nouveaux entrepreneurs locaux, comme on va l'appeler, s'ils ne sont même pas forcément jeunes, c'est de s'adapter, leur présenter le contexte local, donc socio-économique, mais également leur permettre de s'implanter de manière très résiliente, à savoir de ne pas avoir les mêmes attentes que ce qu'ils ont vécu les années précédentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais parler de manière très crue, on va arrêter de penser que le système marche très vite, que le côté speed que nous avions au niveau de nos pays, c'est ce que l'on va retrouver, que la facilité d'avoir des documents, même si on sait que l'administration partout dans le monde, que ce soit en France, en Belgique, aux États-Unis, c'est toujours très complexe, mais nous savons qu'au Sénégal ou au Mali ou au Burkina Faso ou dans nos pays africains tout simplement, est toujours beaucoup plus sensible parce qu'il n'y a pas une vraie organisation dans ce sens. Il n'y a pas un système numérique qui facilite, je veux dire, l'obtention de son extrait de naissance, qui est une chose toute simple, mais aussi que les systèmes fiscaux ne sont pas les mêmes. Donc, comment nous, en tant que structure d'accompagnement, nous pouvons intervenir là-dessus? C'est d'abord préparer cette personne à devenir plus résiliente, mais surtout très tolérant par rapport à ce qui se passe. Donc, c'est un premier pas vers le changement parce qu'on ne peut pas tout bouleverser en un jour. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est presque un rôle social, ça. ben, totalement, Oui. totalement. Et c'est un rôle que nos États devraient jouer parce que aujourd'hui, on parle souvent de fuite des cerveaux, on parle toujours de la diaspora comme une véritable richesse qu'elle est, justement dans la construction des économies de nos pays. Mais en réalité, cette richesse, il faut savoir l'accueillir comme il faut. Cette richesse, il faut savoir la coopter parce que quand on retourne et qu'on n'est pas bien accueilli, finalement,
le premier réflexe, c'est de se dire, et si je retournais, parce que là-bas, au moins, j'avais la paix, je pouvais aller vite, je pouvais aller faire des choses, je pouvais entreprendre sans avoir d'écueil autour de moi. Mais en réalité, nous n'avons pas véritablement cet attrait-là. Et je pense que c'est dans ce sens, et après une meilleure compréhension de nos politiques, en tout cas, par rapport à cette richesse qu'on doit coopter, que des politiques publiques commencent à se mettre en place, en tout cas, pour mieux accueillir les personnes de la diaspora. Parce qu'ils ont enfin compris, parce qu'ils savent à quel point il est important d'avoir ces personnes qui ont notre regard, qui ont aussi beaucoup d'innovations, qui ramènent beaucoup de potentiel, peuvent permettre en tout cas de construire au mieux les pays africains. Permettez-moi de vous couper, mais c'est juste vraiment pour aller en profondeur des choses. Comment se matérialise en fait cette phase d'adaptation? Vous leur dites quoi? Vous leur tirez les oreilles en disant tu n'es plus à Paris, tu es à Dakar, fait comme si, ou il y a des mécanismes beaucoup plus professionnels, beaucoup plus carrés qui leur permettent de se tropicaliser en quelque sorte. Oui, enfin, on ne va pas leur tirer les oreilles, mais on leur remet un peu les pendules à l'heure en leur disant, ben oui, vous n'êtes plus à Paris, le rythme n'est pas le même, mais ce qu'on fait avant tout, c'est qu'on leur donne des outils. Les outils, c'est quoi? C'est préparer pour eux, par exemple, toute une liste d'institutions qui accompagnent l'entrepreneuriat. C'est leur préparer, je veux dire, les documents nécessaires pour la création d'entreprise, que ce soit pour un notaire, que ce soit pour le bureau fiscal où il faut enregistrer l'entreprise, les structures qui accompagnent la création d'entreprise. Et par rapport à ça, ce que nous faisons, c'est que nous les mettons un peu en garde sur ce qu'ils peuvent trouver en face d'eux. Donc, ce n'est pas pour dire que tout le monde méritera, mais tout le monde mérite un accueil très, très courtois, ce que nous ne trouvons pas dans nos institutions, et souvent ça reste aussi un gros souci. Tout le monde ne peut pas comprendre qu'en fait, en tant que jeune entrepreneur, dès le départ, on commence à vous dire il faut payer des impôts. C'est pour ça qu'on a un taux d'informel qui est totalement conséquent et qui fait que beaucoup ne se retrouvent pas dans ce rôle d'entrepreneur formel, et ceci bloque un peu tout ce qui est levée de fonds, ceci bloque tout ce qui peut être la portée en croissance de ces entreprises-là. Donc, de manière résumée, c'est vraiment leur donner les outils pour comment créer une entreprise, qu'est-ce qu'il faut faire, à quoi il faut faire attention et quelles sont surtout les dynamiques politiques qui ont été mises sur papier et qui ont été votées et qui sont en faveur de l'entrepreneuriat. D'accord. Merci beaucoup, Madame Niox, pour résumer en 2 mots tout ce que vous avez dit. C'était fort intéressant. Mais j'ai retenu des grandes lignes. D'abord, s'adapter. Quand on rentre de la diaspora, que ce soit en Europe ou ailleurs, et qu'on retourne dans les pays d'origine, s'adapter parce que malheureusement, souvent, on part très tôt, on n'a pas les outils nécessaires et on ne connaît pas très bien le pays. Donc, les retours peuvent être complètement… ça peut être un autre pays qu'on voit en face alors que c'est le même pays qu'on a quitté. Donc, on a dû quitter plus tôt. Donc, s'adapter. Ensuite, c'est la résilience et aussi s'adapter, dire que tout n'est pas rose. Il y a des difficultés, il y a de l'inter-administrative ou autre qu'il faudra faire avec. OK. En tout cas, merci beaucoup pour cette intervention et je reviendrai vers vous pour d'autres questions beaucoup plus peut-être techniques. Maintenant, je m'avais donné la parole à M. Wan. Papa, qu'est-ce que vous faites concrètement et qu'est-ce que vous faites en termes d'accompagnement de jeunes de la diaspora ou toi, de ton expérience tu n'es pas un incubateur, mais en tout cas, tu as vu passer beaucoup de startups et beaucoup d'entre elles ont réussi, ils sont à des hauts niveaux maintenant. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport au retour de la diaspora, aux jeunes qui quittent la diaspora? Qu'est-ce que toi, tu leur donnes comme conseil en tout premier lieu? Alors déjà, je dois signaler que je suis le fondateur du programme Diaspora Entrepreneurship, qui est un programme également qui accompagne les porteurs de projets de la diaspora qui sont établis en France et qui sont désireux de rentrer dans leur pays avec un projet entrepreneurial. Donc ça, depuis 4 ans maintenant, comme tu dis, on a eu à mettre pas mal d'entrepreneurs dans le circuit. Donc voilà, ça c'est notre rôle. Et surtout, nous en fait, on a la confiance de pas mal de banques sur place, les banques locales qui nous font confiance et qui nous permettent de financer les porteurs de projets que nous ramenons depuis l'Europe.
Voilà, ça c'est déjà très, très important. Voilà, donc en fait, dans ça, moi, le conseil que je donne surtout, comme elle a dit la dame, c'est la grosse capacité d'adaptation qui est la plus importante. C'est une forme d'intelligence que de s'adapter. Quand on quitte le pays d'accueil, on vient dans le pays d'origine, il faut déjà s'adapter. C'est très, très important. Et quand on s'adapte, comme ça, on se met au même niveau que les autres. En même temps, il faut rester positif, très positif. Il faut tout voir en positif. Il faut avoir cette générosité d'esprit et pour finalement comprendre ce que les personnes, les locaux que vous voulez trouver sur place, il faudra le comprendre, se mettre à leur niveau. Ça, c'est très, très important aussi. Donc, ça demande une certaine dose d'humilité. Il faut être humble. Quand tu es humble, après, l'accueil, ça peut être pas mal. Ça peut être... Tu m'entends? Oui, permettez-moi de vous interrompre 2 secondes. Madame Niox le disait, et vous l'avez repris, effectivement, qu'il faut s'adapter. Mais moi, je me mets dans la peau d'un jeune entrepreneur, hein, peut-être qui ne connaît pas très bien le Mali. Quand vous me dites m'adapter, ça veut dire que je dois m'habiller en boubou traditionnel, je dois rouler en Jakarta, je n'ai pas le droit de prendre, je ne sais pas, de mettre ma veste. Qu'est-ce que vous entendez par là? J'exagère un peu, mais vraiment, j'essaie de... Quand on vient déjà, on n'a pas les mêmes habitudes. C'est vrai que quand on reste, on va dire une dizaine d'années, une quinzaine d'années à l'étranger, et quand on retourne dans son pays, on n'est pas pareil. C'est-à-dire qu'on a de nouvelles habitudes. Et ceux qui nous accueillent, il faudrait qu'on puisse être très, très intelligent, qu'on puisse se mettre à leur niveau, les respecter, les écouter et essayer d'aller un peu dans leur sens. Parce que, comme vous dites, là, en Europe, tout est rapide, on va à 100 à l'heure, et quand on vient ici, il faut réduire un peu la vitesse. Il faut s'adapter à eux, montrer que, bon, voilà, ne pas faire un complexe de supériorité en face de ces personnes-là. Essayer de se dire, bon, voilà, on est tous pareils. C'est vrai que j'ai séjourné un tout petit peu longtemps à l'étranger. Maintenant, je suis là chez moi. C'est à vous de m'orienter un peu. Donc, quand on fait ça, c'est pour ça que je dis, c'est une forme d'intelligence. Il faut être vraiment intelligent pour essayer de les amadouer un tout petit peu, afin qu'ils puissent aussi nous accepter au retour. C'est très, très important. C'est pour ça que je dis, quand on vient, l'adaptation, il y a beaucoup de qualités qu'on peut parler dans l'adaptation. Surtout, il faut être positif, c'est ça le humble. Humilité, positivité. Alors, quand on est humble, quand on est positif, on travaille tranquillement avec les autres. Donc, moi, je dis que pour moi, c'est très, très important ça, quand on vient. Alors maintenant, dans le travail, il faut essayer d'échanger avec ces personnes-là parce qu'il y a quand même une transmission de connaissances qui se fait d'un pays à un autre. Nous, on vient, on les apporte quelque chose. Eux, ils sont là, ils nous apportent aussi quelque chose. Donc, il ne faut pas qu'on vienne montrer que c'est nous qui connaissons tout. On connaît tout, on est très fort, on parle très bien le français, on vient d'un pays riche. Là. Il ne faut pas montrer ça. Il faut montrer à l'autre qu'il est important parce que tout le monde est important. Donc, montrer à l'autre qu'il est important et qu'on peut apprendre de l'autre aussi, c'est très important. Tout à fait. Voilà. Donc, vous êtes deux à aborder ces retours de cet angle-là et je pense que moi aussi, je peux vous rejoindre sur ces plans et je pense que ce soit en Afrique ou ailleurs, la première des choses qu'on doit avoir quand on va dans un milieu qui est nouveau ou même un milieu qu'on a dû quitter pendant des années, c'est d'abord l'humilité. De vraiment pas être condescendant, d'être à l'écoute et surtout d'être patient et se dire que nos pays ne sont pas aussi développés que des pays qu'on a dû quitter qu'on a dû fréquenter pendant nos études. Et ça ne va pas être évident. Les derniers webinaires, on parlait avec Aïssata qui nous racontait un peu des anecdotes sur comment elle pouvait avoir un document en 3 jours, finalement, elle a eu une semaine. Donc, c'est des choses qui sont inconcevables peut-être ici, mais au Mali ou dans nos pays qu'il faudra accepter. Donc, je pense que ça a été compris par nos jeunes entrepreneurs. En tout cas, on pourra revenir là-dessus. Maintenant, vu que vous avez la parole, je vais rester avec vous. On connaît l'état actuel de notre pays, le Mali. Il y avait une crise sécuritaire qui a toujours, d'ailleurs, au nord et au centre. C'est rajouté une crise sanitaire et maintenant, on a une crise sociopolitique. Malgré tout ça, comment on arrive, en tout cas vous qui cherchez un peu les jeunes de la diaspora, pour rentrer au pays, comment vous arrivez à vendre le Mali? Comment vous arrivez à leur donner cette assurance que c'est possible au Mali? Parce que, vous savez, aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, on sait que au Mali, tout est au Mali, tout est en Afrique, on va dire. Les taux de croissance aujourd'hui, c'est en Afrique. Les besoins, c'est en Afrique. Les opportunités, c'est en Afrique. Donc, il faut juste s'y mettre. Donc, à partir du moment où on sait qu'aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas évident quand on est en Europe de percer, mais on peut dire qu'en Europe, tout a été fait d'ailleurs. Ils sont à l'économie de service.
Alors qu'ici, il n'y a rien qui a été fait. Et donc, si on sait qu'on vient en Afrique, il y a des opportunités, il y a des besoins, il faut juste trouver des solutions adaptées à ces besoins pour essayer de s'en sortir. Donc, ça se fait comment? Ça se fait quand on vient, soit on a un projet, soit ça dépend de qu'est-ce qu'on fait. Et quant à ton projet, il faudrait essayer de se concentrer sur ton projet, le faire rigoureusement, le faire très bien, le faire de manière vraiment méthodique pour essayer d'avoir un résultat. À partir du moment où tu as un résultat, c'est bon. Moi, je prends mon cas personnel. Quand on a quitté la France, on est venu, on a fait des concepts de divertissement innovants que chacun a pu connaître un tout petit peu, Case Sarah, Case Saramaya, Case des métiers, Case Elabou. Mais à l'époque, c'est pas tellement pareil parce qu'à l'époque, on avait nos business plans en tête. On ne se disait pas qu'il fallait mettre des trucs, comment on va gagner dans une année, il n'y a pas tout ça. Nous, on est venus, on avait tout en tête. On sait qu'il y a un besoin en Afrique, plus particulièrement chez nous au Mali. La scène, comment on appelle, la scène télé, la télévision est nulle, il n'y a rien. Il n'y a que deux émissions. Donc, on sait que c'était vierge. Nous, il fallait qu'on crée quelque chose pour essayer de combler ce besoin-là. Et donc, quand tu viens, tu essaies de te focaliser sur ce que tu fais et tu le fais de manière à imposer ton travail. Et quand tu fais ton travail, après, tu peux même vendre ce que tu as fait. Parce qu'après, quand on a fait ça, on a été sollicité en France. Donc, ça renvoie une image positive par rapport à ce qu'on a fait en Mali et qu'on a mis en place un concept qui marche aujourd'hui et qui marche. Donc, forcément, donc ça donne des idées. Il y a d'autres qui vont se dire, ah, c'est possible de faire quelque chose dans son pays d'origine. Et donc, il ne faut pas tenir compte de... C'est vrai que s'il y a une volonté politique, ce serait une bonne chose. Parce que c'est vrai qu'ici, le problème, c'est qu'il nous manque plutôt, c'est la volonté politique. Tu vas beau venir t'investir, travailler doublement, faire tout ce que tu peux, mais en fait, ici, c'est la seule chose qui manque et qu'on souhaiterait quand même qu'il soit à hauteur de soi. Donc, il faut s'employer dans ce qu'on fait, le faire bien, avoir une culture de la victoire, être positif, être persévérant dans ce que tu fais, déterminé. Et quand tu fais ça, je pense que l'atteinte des objectifs ne fait aucun doute. Donc, moi, dans ma tête, c'est ça. Je me dis que toute personne qui vient en Afrique et qui a quelque chose, un projet, tu viens, tu te concentres sur ton projet, tu essaies de bien t'entourer. Déjà, c'est très important, savoir s'entourer, c'est un art. Quand tu t'entoures bien, tu sais que de part et d'autre, tu as des partenaires qui sont vraiment crédibles, qui sont professionnels, qui sont autour de toi et avec toi. Donc là, ça rassure déjà. Et quand tu as la confiance de ces personnes-là, ça me dit que le chemin est libre. Et moi, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de partenaires qui me font confiance, les institutions, les directeurs de banque qui me font confiance. Donc ça, c'est... On reviendra là-dessus. Préparer la question, plutôt la réponse, je vous la pose. Un jeune entrepreneur qui ne connaît pas grand monde au Mali, comment s'entourer, comment avoir des partenaires crédibles? Je reviens vers vous juste pour continuer dans le même sens. Je vais donner la parole à Mme Niox qui va faire peut-être une contribution, vu que nos pays, même si le Sénégal connaît une certaine stabilité par rapport au Mali, mais les pays africains, dans la globalité, peuvent être confrontés un peu à cette image ou à ces regards de dire qu'ils sont instables, donc je ne veux pas risquer de rentrer entreprendre là-bas. Madame Niox, vous êtes là? Oui, oui, merci Mamadou. Alors, j'avais juste envie de rajouter à ce que papa vient de dire, c'est qu'en réalité, je pense que c'est un peu le rôle aussi bien du CNJ, de l'organisation de papa, c'est de faire en tout cas de nos pays, en tout cas, il faut que nous fassions de ces personnes des passionnés des problèmes de nos continents, de notre continent. Aujourd'hui, je crois qu'on ne mesure pas la portée du manque d'informations que les gens ont lorsqu'ils sont dans des pays d'accueil, parce qu'en réalité, il ne se fie qu'à ce que la télé montre, ou alors celui qui au pays appelle pour dire oui, ça va très mal ici, parce qu'il a juste besoin qu'on lui fasse un petit Western Union ou quelque chose comme ça. Donc je pense qu'il y a finalement une sorte d'acculturation qui doit
se faire, hein, parce qu'il y a des changements culturels qui interviennent tout au long des années. Et nous avons c'est de notre devoir un peu, nous qui avons cette vision globale, parce que ce soit le Mali, que ce soit le Sénégal, la Côte d'Ivoire, nous partageons les mêmes problématiques. Il faut que nous soyons amoureux et passionnés de nos problèmes pour pouvoir y trouver des solutions. Et je pense que c'est la première des choses et la première des dynamiques que nous devons avoir pour pouvoir, comment dire, inciter ces gens au retour. Si nous ne leur disons pas qu'ils ont leur rôle à jouer, si nous ne leur disons pas que leur contribution est essentielle, qu'ils reviennent avec de l'innovation, qu'ils reviennent avec des solutions. Et ça, tant que nous, notre rôle sera en tant que structure d'accompagnement, en tant que membre de la diaspora, conseil de la jeunesse, etc., etc., je pense que nous avons aussi cette responsabilité d'en faire des passionnés et de leur dire, vous savez les gars, c'est à nous de construire le Mali, c'est à nous de construire l'Afrique et oublions tout ce qui se fait et oublions, parce que même si c'est une réalité, la volonté politique, elle ne peut pas changer du jour au lendemain. C'est à nous de la co-construire, c'est à nous de donner envie aussi aux politiques et de leur montrer que nous sommes là pour co-construire avec eux. Arrêtons de toujours dire il n'y a pas de volonté politique, arrêtons de penser que derrière les politiques, tous les maux de l'Afrique sont là, mais c'est à nous aussi de créer cette dynamique et de se dire, il est temps que la diaspora mette à contribution son savoir, ses connaissances, mais aussi sa contribution pour aller construire ces pays d'origine. Donc ça, j'avais juste envie de rajouter ça et je trouve qu'il y a un gros problème d'acculturation à avoir, mais donnons-nous l'envie de réaimer, si on peut le dire comme ça, nos pays d'origine. C'est très important. Merci beaucoup. C'est presque poétique, hein? En faire des passionnés de nos problèmes. Carrément, il faut avoir un sens élevé du patriotisme, en tout cas pour être passionné du problème de son pays. Il en faut. Il faudra d'ailleurs enseigner ça de le bas âge, les sens du patriotisme à nos enfants. Papa, avant de revenir, je vais donner la parole, vu qu'on parle des jeunes de la diaspora, hein, à qui on doit donner l'amour du pays. Fatoumata, vous êtes là? Fatoumata, vous êtes là? Alors, oui, je suis là. à quel moment les déclics arrivent chez vous? Pourquoi vous vous dites, écoutez, je vais rentrer au Mali, entreprendre? C'est certainement du patriotisme, mais au-delà de ça, vous voyez peut-être un marché, vous vous dites, comme disait Papa tout à l'heure, c'est saturé en Europe, il y a peut-être des opportunités là-bas. Moi, par rapport à mon activité, c'était logique en fait de retourner là-bas parce que le Turaï, ça se fait là-bas. Je ne comprends pas pourquoi il y a des communautés, excusez-moi, notamment maghrébines qui arrivent à s'en sortir royalement en utilisant par exemple le goé alors que c'est fait chez nous, quoi. Pour moi, c'était logique. Et puis en fait, c'est la suite de nos parents. Nos parents ont aidé nos pays financièrement. On a eu la chance d'avoir étudié ici. Donc, non seulement on peut les aider financièrement, mais en plus, en s'installant là-bas, on leur rapporte aussi notre savoir-faire. Bien évidemment, avec humilitude, hein, faut être humble. Quand on y va, on ne va pas avec la science infuse, sachant qu'on ne connaît pas leurs us et coutumes et on n'a pas les mêmes réalités. Mais nous, en tout cas, notre génération, on se doit d'ouvrir la porte de l'entrepreneuriat là-bas. Et ensuite, nos enfants, pourquoi partir naturellement de leur fait à eux-mêmes, quoi. C'est une brèche qu'il faut qu'on ouvre. Je t'entends pas. C'est bon, ouais, le son a été coupé. D'accord, je te remercie. Je vois que tu es en train de mettre tes chaussures. Ben, reconnecte-toi dès que tu peux. Je n'ai pas fini avec toi. Donc, je reviens à Papa One. Tout à l'heure, quand tu lui posais la question comment vendre nos pays, tu disais qu'il fallait d'abord de l'humilité quand on retourne. Ça, c'est plutôt comment bien s'insérer. Mais tu disais qu'il fallait avancer pas après pas. Et les autres verront que malgré cette crise, malgré ces crises, on avance. Et ça leur donnera confiance et ça leur donnera envie de revenir chez nous. Cela a été complété par Mme Niox avec cette phrase poétique que moi, je vais désormais utiliser. J'espère qu'il n'y aura pas de droits à payer là-dessus. En tout cas, donc, Papa, on sait que les réseaux étaient importants. Mais le thème même de ce débat, c'est quelles sont les clés pour réussir. Et l'une des clés de cette réussite, c'est avoir un réseau, c'est être bien entouré.
quand on rentre, comment on se fait un réseau, comment on se fait un carnet d'adresses dans un pays peut-être qu'on ne connaît pas forcément? Je pense que, il faut tomber sur les bonnes personnes, en fait, on va dire. Parce que moi, je sais que les jeunes que j'ai accompagnés, une fois qu'ils sont ici au Mali, bah, il y a tout un dispositif qui est en place pour les mettre en relation avec des partenaires, des institutions, d'autres structures. Donc, ça leur permettra de leur mettre en confiance. Et ça, c'est déjà très, très important. Parce que quand on est livré on est tout seul, ce n'est pas évident. Déjà, quand tu débarques, tu connais pas, euh, comme la dame, elle a dit, faire une liste d'institutions qui puissent se rapprocher d'eux. Mais quand tu ne connais pas quelqu'un qui va t'informer, déjà, l'information est très importante à ce niveau-là. Tu n'as pas d'informations sur ces institutions, tu n'as pas d'informations sur les entreprises, tu ne sais pas comment faire, ben, tu vas faire beaucoup d'allers-retours avant de trouver. Alors que si tu viens, tu tombes sur une structure d'accompagnement, telle que, par exemple, ce que je fais ou ce qu'il y a en train de faire au Consul de Mali, parce qu'on est complémentaires, ben forcément, nous, on a des partenaires qui sont déjà implantés, qui sont là, avec qui nous travaillons, qui nous font confiance. Donc, forcément, la mise en relation elle est directement faite. Donc, déjà, ça, c'est important de tomber sur la bonne personne, la bonne structure adaptée, parce que si tu ne tombes pas sur une structure qui est sur place et qui connaît du monde et qui a un réseau, ça va être difficile. En tout cas, tu peux avoir un réseau, mais tu vas mettre plus de temps à avoir ce réseau-là. Donc, pour optimiser le fait d'être directement en relation avec les bonnes personnes utiles qui conviennent au projet de la personne, il faut quand même qu'il y ait quand même quelqu'un qui soit devant la personne. L'interlocuteur est très important, on va dire. D'accord. Bon, il y a peut-être un facteur chance dans ce que tu es en train de dire. Il faut tomber sur les bonnes personnes, mais je pense que aussi il faut bien se renseigner avant, connaître des structures comme la tienne ou d'autres qui existent, hein, ou des incubateurs ou autres. C'est avant tout se renseigner avant d'aller sur le terrain. Je ne vais pas finir avec vous, M. Wan. Je vous pose cette question. Quelles sont les marches à suivre pour un jeune de la diaspora qui décide de rentrer au pays? Qu'est-ce qu'il doit faire? Je sais qu'il doit aller à Tati, faire des courses, acheter des sociaux, mais au-delà de tout ça, est-ce qu'il doit avoir un mindset? Est-ce qu'il doit avoir une préparation psychologique? Qu'est-ce qu'il faut faire pour mieux se préparer avant de rentrer? Ah oui, il faut avoir une préparation mais vraiment psychologique, mais à fond, quoi. Ça dit, tout se passe dans la tête. Il faut avoir la culture de la victoire, il faut avoir la niaque. Il faudrait se dire que c'est difficile, mais j'y arriverai. Moi, je suis venu, je vais me concentrer sur mes objectifs, je vais tout faire pour y arriver. Donc, déjà, cette préparation psychologique est très, très importante. Et refuser, donc c'est pour ça que j'ai parlé de la positivité aussi. Quand tu es positif dans ta tête, tu te dis, bon voilà, moi je suis venu, il faut absolument que, même si je joue dans certaines étapes, mais je vais continuer, mais il faut que je réussisse, il faut que j'arrive à mettre mon projet en place. Donc, le plus important déjà, c'est ça, c'est la préparation psychologique et avoir la confiance en soi. Parce que déjà, quand tu n'as pas confiance en toi, rien n'est possible. Moi, je donne mon exemple quand on est venu. Je t'avais dit au début parce qu'on est venu déjà à l'époque, il n'y avait pas, je n'ai pas bénéficié des structures qui m'ont accompagné. On est venu, il a fallu rentrer de bureau en bureau. Donc ça met plus de temps. Mais on se disait qu'il fallait quand même qu'on arrive. Il faut on est venu pour un projet, le début c'était Kassara, il faudrait qu'on arrive quoi. Et en tapant à toutes les portes, finalement, certaines personnes vont ouvrir les portes, certaines personnes vont vous écouter. Et même si ce n'est pas tout le monde, sur 10 personnes, s'il y a la moitié qui vous écoute, c'est pas mieux. Donc, c'est très important de se dire que je vais tout faire pour ne pas échouer. Je vais être courageux, je vais être déterminé, je vais être persévérant, je vais être efficace dans ce que je fais. Et voilà. Donc, quand on réunit tous ces trucs-là, on se dit qu'il faut que, voilà, on fonce. Et en fonçant, on se dit, voilà, moi, je suis là pour ne pas perdre, je vais gagner, je vais imposer mon projet. Donc, c'est très, très important ça. Ok, parfait. Je te rejoins là-dessus, hein. Si ça peut motiver les plus jeunes d'entre nous ou même les plus âgés, peu importe. C'est déjà... C'est quand on quitte l'Europe, parce que moi j'ai remarqué quelque chose, c'est les personnes qui viennent, il faut avoir une ambition déjà. Parce que quand tu es en Europe, tu as ton boulot, tu travailles, on te donne quelque chose à la fin du mois, bon, on peut se contenter de ça. J'ai mon 1000 et quelques par mois, ça me va. Mais quand tu as plus d'ambition, et que tu veux être riche, on va dire, je me permets de dire, quand tu veux gagner beaucoup d'argent, je crois que c'est ici. Pour ceux qui veulent entreprendre, être leur propre patron, je pense qu'il faut venir au Mali. Alors quand tu viens au Mali, tu as cette opportunité parce qu'ici, il n'y a rien qui est fait. Tout est à faire.
Et donc, quand tu viens, avec tout ce que tu as appris en Europe, tu viens au service de ton pays ici. Avec toutes les valeurs que tu as appris en France et les valeurs que tu as ici, tu as une double culture, tu emmagasines tout ça et tu fonces. Donc, c'est très, très important de venir ici parce que, pour terminer, en France, c'est très difficile d'avoir 1000 et 1500 euros dans son compte comme ça sans avoir besoin de ça. Mais au Mali, quand tu viens, moi, quand je suis venu, j'avais jamais eu 1000 euros dans mon compte en France. Mais quand je suis venu ici, on te donne des. On te donne envie de rentrer demain matin. C'est bien, il faut motiver les jeunes. Il faut, l'avenir, Voilà. c'est là. Mais avant tout, Ça te permet d'avoir ça, quoi. il faut Voilà, une tu as préparation. beaucoup d'argent dans ton compte, tu peux te permettre de faire beaucoup de choses. Voilà, que tu ne peux pas faire en France. Donc, voilà, donc il faut être ambitieux, il faut être courageux, il faut foncer, il faut se dire que voilà, moi, je vais réussir. Voilà. Donc, c'est très, très important. C'est bien que tu mettes l'accent là-dessus parce que souvent en France, l'argent est assez tabou, on n'en parle pas. Mais bon, c'est le nerf de la guerre. Donc, je retiens quelque chose, c'est de la positivité. Et d'ailleurs, on peut s'inspirer de nos parents qui sont venus ici, qui ont quitté des villages qui ne sont pas instruits. Vous imaginez, s'ils ont pu réussir dans un pays comme la France ou les États-Unis, ça veut dire que nous qui sommes outillés, qui avons fait des grandes écoles, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas réussir dans notre milieu naturel, qui est le Mali, puisque c'est avant tout le pays de nos parents. Donc, la motivation à fond. Je m'en vais vers Madame Niox, si elle est là avec nous. C'est avant de... Enfin, j'ai des questions, je ne sais pas poser laquelle en premier. Je voulais d'abord savoir, est-ce qu'il y a un modèle sénégalais de l'entrepreneuriat? Et si oui, est-ce qu'on peut le calquer à d'autres pays comme le Mali? La réponse est à moitié connue, puisqu'il y a Geocollapse au Mali, donc certainement qu'il y a des similitudes. Mais si elle peut peut-être nous en parler un peu plus. Et aussi, est-ce qu'elle a des astuces ou des recommandations pour des jeunes qui veulent rentrer au pays? Comment peuvent-ils réussir cette aventure pour que ce ne soit pas un cauchemar? Parce qu'effectivement, quand c'est un échec, ben écoute, il suffit d'en parler à une personne, deux personnes, ça peut les démotiver. Donc, tous ces jeunes qui rentrent au pays, tout doit être fait pour que ça soit vraiment réussi. Donc, si Madame Niox, vous êtes là, vous avez la parole. Oui, oui, oui. Alors, je vais commencer par la deuxième question parce que j'ai envie de vous dire que c'est en donnant le meilleur de nous-mêmes, en tout cas aux autres, que nous nous apercevrons de nos manques, des opportunités qui sont accessibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut savoir être bienveillant et s'ouvrir aux autres. En réalité, c'est c'est un facteur clé dans la réussite quand on va en entrepreneuriat. Vous avez mentionné tout à l'heure avec papa cette notion de réseau, mais en fait, le réseau, c'est aujourd'hui la force en matière d'entrepreneuriat. Parce qu'en réalité, si vous n'avez pas de réseau, vous ne risquez pas d'aller bien loin, surtout dans notre contexte africain où ce qu'on recherche finalement, c'est d'avoir cet accompagnement et il ne faut pas le prendre comme juste une opportunité, mais en fait, c'est un cercle qui est vertueux et c'est un cercle du donner et du recevoir, comme le disait notre président Léopold Sédar Senghor. Vous savez, la vraie connaissance, elle n'a de valeur que lorsqu'elle est partagée. Donc, ce qui nous manque forcément, elle est forcément chez les autres. Donc, soyons bienveillants, sachons nous ouvrir aux autres parce que l'activité entrepreneuriale, en quelque sorte, c'est comme tout un ensemble de compartiments. Et en fait, dans chaque compartiment, pour pouvoir développer chacun de ces compartiments, il faut vraiment une expertise spécifique. Et cette expertise, vous ne pouvez la trouver que chez les autres lorsque vous ne l'avez pas. Et c'est ce qui démontre encore une fois l'importance d'avoir un réseau, mais surtout de se dire que si je veux mettre en place un réseau de partenaires, cela m'offre de très belles opportunités. L'idée, elle est simple dans tous les cas. On l'a souvent dit, l'union fait la force. S'associer avec, par exemple, des entreprises comme Atoumata, peut-être elle est dans le Goé et tout ça, mais elle va aller s'associer avec des personnes qui font déjà du Turaï. Et ces personnes qui font le Turaï partageront de manière naturelle toutes les problématiques communes
qu'elles peuvent avoir, comme par exemple comment faire sur l'augmentation du volume de vente, comment faire pour développer un peu toutes les compétences, l'innovation qu'il y a autour. Et en réalité, le dirigeant d'entreprise, qu'est-ce qu'il a? En fait, c'est aussi un moyen de partager des informations sur le secteur d'activité, sur le marché et sur le développement du marché. Donc, comment faire pour acquérir ses premiers clients? C'est souvent une problématique que tout jeune entrepreneur peut avoir, mais pour cela, il faut connaître son marché. Et le marché, ce n'est pas juste aller sur le terrain, faire l'étude de marché, mais c'est aussi se rapprocher des personnes qui sont dans le même secteur d'activité, de ces personnes qui ont déjà eu les mêmes problématiques que soi, et de pouvoir se dire, finalement, qu'est-ce que j'attends? J'attends de nombreux apprentissages, j'attends surtout le savoir-faire, mais aussi le savoir-être. Parce qu'en fait, aussi bien qu'on puisse avoir une expertise, il y a toujours quelqu'un, et pour ça, il faut avoir l'humilité de pouvoir le reconnaître, il y a toujours quelqu'un de supérieur à nous. Donc, je pense que cette ouverture, elle est importante, cette humilité, elle est importante. Gardons en tête que c'est toute une symbiose, en tout cas d'expérience, qui permet de créer le réseau et que pour créer ce réseau, il faut savoir être collaboratif avant tout, il faut être sympathique, il faut aussi avoir quelque chose à offrir parce que ne pensez pas que vous allez prendre chez les autres sans vous-même offrir quelque chose. Sachez donner en tout cas sans rien attendre en retour. Et ce qu'il faut aussi faire, c'est avoir l'humilité de savoir demander en disant « voici ce dont j'ai besoin ». Parce qu'en fait, c'est une manière aussi de sacraliser l'intelligence des autres, car ces autres-là ont ce qui nous manque. Donc, le réseau reste en réalité une vraie courroie de transmission et un connecteur de savoir et de connaissances. Donc, je pense que c'est vraiment un facteur clé dans une démarche entrepreneuriale. C'est un facteur clé quand vous rentrez au pays de vous dire que la question majeure à se poser, c'est comment faire pour savoir identifier des communautés de partage, comment faire pour identifier des communautés de savoir, des communautés de savoir-vivre, des communautés de savoir-être, mais surtout de savoir-faire et de savoir-faire. Sachez que vous n'êtes pas à l'abri de rencontrer des gens très imbus de leur personne. Restez humble, apprenez, donnez ce que vous avez, partagez avec ces personnes et vous verrez qu'il n'y aura pas de secret pour vous en matière de problématiques, toujours quand vous êtes bienveillant. Et je pense que c'est ce qui manque à beaucoup d'entrepreneurs. Donc voilà, moi, c'est juste un petit tuyau comme ça, bon, qui est un peu long, que je vous donne par rapport à comment faire pour ces entrepreneurs. Okay. Et pour la première question, donc oui, le Sénégal n'a pas un modèle spécifique parce qu'aucun pays au monde n'a un modèle spécifique en matière d'entrepreneuriat. Ce que nous faisons, c'est juste que nous essayons de pousser les politiques. Je pense que c'est une question qui est très, comment dire, vue de manière objective. Elle s'associe un peu au comportement de chaque entrepreneur, mais aussi à la dynamique que nous voulons créer pour développer notre économie. Apportons des réponses, des solutions innovantes. Et souvent, ce que je dis aux entrepreneurs que nous accompagnons, la première des choses qu'ils nous disent, c'est l'État n'a pas mis en place pour nous des facilités. Donc, moi, je leur réponds, cela ne doit pas être un frein. Nous avons créé des communautés pour être encore plus forts. Donc, essayons de dynamiser ces communautés-là, de démontrer que nous avons une vraie valeur ajoutée, parce que c'est ça ce que nous recherchons finalement chez les entrepreneurs, c'est d'avoir de la valeur ajoutée, d'apporter des solutions, qu'elles soient innovantes ou pas, aux besoins des Africains. Et en ce sens-là, l'État, par exemple, quand il voit que nous devenons incontournables, ne peut que s'associer, en tout cas à notre démarche. Je vous donne un exemple qui a été également fait au Sénégal, mais également au Mali et beaucoup de pays de la sous-région. Il y a eu ce fameux I4 Policy Startup Act qui a démarré
d'ailleurs qui a démarré en Tunisie, hein, qui a été un modèle très inspirant de la Tunisie, qui est venu s'implanter au Sénégal, où ce que nous avons voulu faire, c'est impliquer toutes les parties prenantes de l'écosystème, sachant que ces parties prenantes ne sont pas seulement les entrepreneurs, mais ce sont les structures d'accompagnement, ce sont les institutions privées et publiques également d'accompagnement à l'entrepreneuriat qui sont venus s'associer à cette démarche pour tout d'abord identifier toutes les problématiques liées à l'entrepreneuriat. Et à cette problématique, il fallait trouver des réponses, des pistes de solutions que nous avons proposées pour le faire passer à l'Assemblée nationale, pour qu'il y ait un allègement en tout cas sur les conditions pour entreprendre au Sénégal. Cette même démarche était en cours au Mali, je pense même qu'elle a été approuvée, donc ça donne lieu aussi à comment dire, se rapprocher de politiques publiques validées en faveur de l'entrepreneuriat. Ne voyons pas juste que les effets négatifs, voyons ce qui a été fait et essayons de rebondir sur ces politiques publiques qui ont été mises en place en faveur de l'entrepreneuriat pour créer de nouvelles dynamiques. Donc, c'est un peu ça. Il n'existe pas un modèle sénégalais typique de l'entrepreneuriat. Il existe un modèle de l'entrepreneuriat mondial qui est le même, mais qui est juste résilient et qui s'adapte à chaque contexte, aussi bien politique, économique, socio-culturel, donc c'est la loi du Pestel, hein, technologique, environnemental et légal. Et celui-là, il est complètement différent d'un pays à un autre et même d'une région à une autre dans un pays. Si je prends le cas du Mali, qui est tellement large que le contexte peut-être socio-culturel n'est pas le même au nord comme au sud. Donc, sachons nous adapter. Et ça, c'est encore une fois cette résilience qu'il faut avoir pour pouvoir créer en tout cas le facteur qui sera déterminant pour la croissance des entreprises. Donc, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai été très bavarde, Mahamadou, mais bon, je pense que c'était important de pouvoir revenir sur ces choses, partager un peu l'expérience en tout cas que nous vivons. Et pour finir juste, Jocolabs, en fait, c'est un peu de tout cela. Je pense que dans ce projet Construire au Mali, Jocolabs fait une chose importante et je pense que le consortium qui a été mis en place, en tout cas, est un premier facteur de réussite. Ouais. Faire, en tout cas, fédérer des intelligences collectives comme type de structure d'accompagnement pour qu'ensemble, elles puissent favoriser, pousser la croissance et faire émerger de nouvelles, à partir de la diaspora, de nouvelles opportunités pour le Mali est un véritable succès. Et je pense que nous devons tous encourager cette démarche très collaborative qui anime en tout cas de nos jours nos structures. Donc voilà, merci. Merci à vous. Fatim, je peux le dire ainsi. Je pense qu'il manque quelque chose à votre titre. Hein. J'ai mis directrice exécutive de Jocolabs, mais désormais, on peut mettre aussi coach en développement personnel, non? Vous l'acceptez? Si vous voulez. En tout cas, les astuces ou les conseils que vous avez donnés à nos jeunes entrepreneurs, c'est aussi ça, c'est de la bienveillance, aller envers les autres. Tout ce qu'on n'a pas, et forcément, c'est l'autre. Donc ça, c'est quelque chose que nous devons intégrer et la puissance du réseau. La transition est toute trouvée. Je m'en vais vers M. Saounera, qui est le point focal de Construire le Mali. Je suppose que les primo-entrepreneurs, ou en tout cas les jeunes entrepreneurs qui souhaitent rentrer au pays, qui postulent à ces projets, ne vont pas manquer de questions sur comment s'installer au Mali, comment avoir un réseau au Mali. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces volets réseau qui est capital pour tout entrepreneur, peu importe le milieu, que ce soit au Mali finalement ou ailleurs? Merci, M. Cissé. Justement, avant de parler du réseau, je vais juste parler de la motivation qu'a fait référence M. Papawan. Je pense qu'il faut que les membres de la diaspora aient cette motivation. Comme disent certains, le Mali n'a pas de pétrole, même si les explorations sont en cours. Pour le moment, le pétrole du Mali, je pense que c'est la diaspora. Et personne aujourd'hui ne peut construire ces Mali sans la diaspora. Donc, je pense que la diaspora a un rôle très important à jouer dans la construction du Mali. Et pour ce faire, je pense que beaucoup de choses ont été dites par rapport à ce volet. Et il y a beaucoup qui sont là, qui ont fait des études et qui peuvent vraiment être très, très importants pour notre pays.
Parce que quand on regarde le système éducatif de notre pays, il y a un problème parce que souvent, les matières qui sont enseignées, souvent, ne sont pas adaptées à la réalité. Souvent, je n'ai rien contre enfin, de ceux qui font droit et tout ça, mais il y a un phénomène qui est quand même très important qu'on doit vraiment mettre en œuvre au Mali, c'est-à-dire apprendre pour entreprendre. Parce que l'État ne peut pas donner du travail à tout le monde ne peut pas être fonctionnaire. Donc, les salariats également, quand on est salarié, je ne pense pas qu'on peut être aisé à un certain niveau. Mais si on est entrepreneur, à mon avis, on peut avoir une certaine aisance. Voilà, donc je pense que ce que nous souhaitons, c'est que la diaspora malienne puisse vraiment s'intéresser à ces projets, venir au Mali, construire le Mali comme le nom du projet l'indique, donc pour que vraiment le Mali aussi puisse vraiment s'en sortir en termes d'investissement. Voilà. Deuxièmement, par rapport au réseau, je pense que Madame Nian l'a dit, le réseau est très, très important dans un projet. Quand on veut investir dans l'entrepreneuriat, le réseau est très, très important. Et je pense que le projet Construire le Mali a pris en charge cette question. Comme vous le voyez, donc les incubateurs de Mali Innov qui sont Creative, Donilab, Impact Hub, Teteliso et Jocolabs. Donc tout ça, ce sont des incubateurs qui sont très connus et qui évoluent dans le domaine de l'accompagnement, dans le domaine de l'incubation depuis des années. Donc du coup, ils ont une certaine expérience et qui peuvent permettre à ces porteurs de projets de bien ficeler leurs projets et également ils ont un projet, ils ont un rôle et ils assument en fait le rôle d'accueil comme la domiciliation et également comme l'accompagnement des startups incubées. Donc, ces porteurs de projets peuvent bénéficier toute une formation uniformisée à travers leurs projets, donc et également des outils de gestion des projets. Parce que quand on quitte la France, par exemple, pour aller à Bamako et qu'on n'est pas vraiment, qu'on ne connaît personne, donc du coup, ça peut être problématique. Mais si on est accompagné par des incubateurs comme Donilab, comme Jocolabs, qui ont des années d'expérience, je pense qu'à ce niveau-là, on peut s'en sortir. Et c'est à tous les niveaux, d'ailleurs, que ces incubateurs vont accompagner, parce qu'il y a beaucoup quand même qui mettent l'accent sur l'argent. Je voulais juste terminer par ça. Par le fonds d'amorçage. Il y a beaucoup qui mettent l'accent sur ça. Oui, il faut du fonds, mais souvent, même quand on a du fonds et qu'on ne sait pas où aller, ça pose souvent problème. Donc, je pense que l'accompagnement est très, très important et également à travers des réseaux comme ça, je pense qu'on peut être un très bon entrepreneur et on peut avoir une bonne entreprise au Mali. Donc, le Mali compte sur sa diaspora, qui est encore une fois le pétrole du Mali pour le moment. Tout à fait. Merci beaucoup, M. Saounera. Ça, vous ne faites que me faire plaisir en tant que président de la jeunesse malienne de France en insistant sur le rôle primordial de la diaspora dans la reconstruction du nouveau Mali. Je reviens sur vos propos en disant qu'il faut apprendre à entreprendre. Malheureusement, le système éducatif malien, ou en tout cas africain en général, est fait de telle sorte que nous passons notre temps à produire des juristes ou des sociologues. Je n'ai rien contre eux, il en faut. Mais à un moment donné, il faut se rendre à la réalité et voir les besoins du marché. Et pour cela, l'accent doit être mis sur l'entrepreneuriat. Et dernier propos, ça c'est par rapport au projet Construire le Mali. C'est vrai qu'il y a un fonds qui est là qui peut aller jusqu'à 14 000, mais au-delà de tout cela, il y a un accompagnement qui est là. C'est un consortium d'incubateurs. Je crois que c'est 5 incubateurs qui forment Mali Innov. Donc, vous aurez l'occasion d'être coaché, d'être accompagné, mûrir encore plus vos projets et monter vos business plans. Et il y a des ateliers thématiques qui seront organisés qui vous permettra d'être mieux outillé pour faire face en tout cas à cette réalité entrepreneuriale qui vous attend au Mali. Maintenant, avec votre accord, je m'en vais peut-être donner la parole au public, parce que nous sommes à 1 heure de débat quand même, 1 heure d'échange. S'il y a des gens qui souhaitent intervenir ou ils souhaitent poser des questions en commentaire, moi j'ai quelques questions que je vais poser qui m'ont été transmises par email ou sur les réseaux sociaux à la suite de l'annonce du webinaire. Si quelqu'un veut intervenir, faites-les savoir. Sinon, moi je vais poser des questions qui ont été posées sur Internet, le temps que je les retrouve. Ou sinon, nos panélistes, si quelqu'un souhaite intervenir sur un autre point. Alors, du coup, ça va peut-être vous faciliter en lisant les questions. J'ai une première question. Comment dépasser
croyances, les freins et les stéréotypes qui peuvent empêcher ceux qui veulent se lancer dans l'aventure? Première question, je la reprends. Comment dépasser les croyances, les freins et les stéréotypes qui peuvent empêcher ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Quelqu'un souhaite prendre la parole là-dessus? Madame Niox, Papa One? Ah, j'ai Aminata Traoré. Ami qui dit qu'elle a une question. Ok, Ami, tu peux activer ton micro. Allô? Ami Traoré? Oui, allô, bonjour. Bonjour, bienvenue. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Merci pour cet espace de rencontre. Alors, j'avais une petite question. Donc, je souhaitais savoir, en fait, enfin, j'avais plusieurs questions d'ailleurs. Donc, la première question, ça concerne les financements au niveau des banques locales au Mali. Donc, j'ai vu que les taux étaient très, très élevés. Est-ce qu'il existe, en fait, des fonds d'investissement privés? D'accord. Voilà, donc ça, c'était la première question. Et la seconde question, c'était justement concernant l'accueil donc des personnes qui viennent de la diaspora. Est-ce que vous avez des noms de structures justement qui peuvent nous accueillir, nous accompagner et nous éviter justement tous les écueils dont vous avez parlé durant cette réunion? Okay. Merci beaucoup, Ami, pour la pertinence de tes questions. Alors, je donne la parole à M. Wan. Sur la première question, en tout cas, les financements de banques locales. C'est vrai que c'est un vrai problème. Qui dit entreprendre parle de financement, on parle d'investissement. Et souvent, malheureusement, les banques nous demandent d'hypothéquer un terrain ou une maison. Moi, je leur réponds, si j'avais tout ça, je ne viendrais pas chercher l'argent que je veux chez vous. Donc, quelle solution nous avons? Parce qu'on peut rassembler 10 000, 5 000 euros, mais on sait que même pour passer en échelle, ça ne va pas être suffisant, il faut un investissement. Quelle parade vous arrivez à trouver, en tout cas, pour que ces jeunes que vous amenez au pays puissent avoir de l'investissement? Au-delà de tout ça, sa question, c'est de savoir, au-delà de ces taux, est-ce qu'il y a un fonds d'investissement privé qui est là, qui peut peut-être avoir des taux moins élevés? Monsieur Wan. Alors, exactement. C'est ça l'avantage de notre structure DSV, donc, qui accompagne et qui finance les projets venant d'Europe, justement parce qu'on a des partenaires bancaires qui nous font confiance et donc qui n'ont pas besoin de garantie des porteurs de projets pour financer. Nous, nous servons de garantie. La confiance qu'ils ont à notre entreprise, à notre structure, leur permettre de financer les porteurs de projets que nous amenons. Donc, le taux, comme elle a dit, ça avoisine dans les 7 à 8%. Ça dépend. 7 à 8% de taux de prêt. Donc, ça fait déjà 3 ans que nous faisons ça. On a financé pas mal de startups qu'on a mis dans le circuit et qui ont leur entreprise et qui travaillent aujourd'hui tranquillement. Donc, voilà, moi, je pense que pour répondre à sa question, s'il existe un fonds d'investissement privé, moi, je n'en connais pas. Donc, c'est d'ailleurs ce que j'allais répondre à Fatim qui disait que l'État, la volonté politique de l'État n'est pas importante. Moi, je dis que c'est important parce que si on avait ce fonds d'investissement privé, ça aurait pu nous sauver parce que, effectivement, nous on n'a pas attendu l'État pour commencer à faire ce travail-là. On a vu qu'il y avait un besoin et je suis content d'ailleurs parce que déjà, je me retrouve complémentaire avec construire le Mali. Moi, je le faisais avant depuis 5 ans. Donc, je le faisais. Maintenant, il y a Construire le Mali qui est venu aussi. Donc, on peut absorber le maximum de porteurs de projets depuis l'Europe qui vient dans le pays d'origine. Donc, c'est quelque chose qui est très bien. Et là, en se donnant la main, je pense qu'on pourra résoudre le problème de pas mal de porteurs de projets qui viennent en termes d'accompagnement, en termes de financement. Donc, pour l'instant, on n'a pas de fonds d'investissement. Et donc, Fatim, si l'État voilà, nous aide à mettre en place un fonds d'investissement ou d'autres structures, d'autres institutions nous permettent de l'avoir, ce serait une bonne chose. En tout cas, pour le moment, je n'en connais pas. Personnellement, je n'en connais pas. Voilà. D'accord, monsieur Wan, merci beaucoup. Alors, si je comprends bien, j'essaie de résumer, parce que vous avez parlé de 8 à 9% de taux, je pense que ça, c'est des taux négociés. Si un citoyen lambda qui va à la banque, ça tourne autour de 12 à 14% par moment, si je ne m'abuse. Donc, en tout cas, c'est qu'on peut donner comme conseil. Oui, monsieur Wan, allez-y. Justement, c'est ça l'avantage du projet Diaspora Entrepreneurship. Nous, l'accord que nous avons avec nos partenaires bancaires, si je peux les citer, je ne sais pas, on était avec la BIM, maintenant on est avec la Banque Atlantique. Maintenant, il faut passer à la caisse parce que tu as fait de la publicité. Bon, parfait. Et donc, eux, ils sont gentils parce que merci pour la confiance d'ailleurs. Et c'est négocié parce que c'est vrai que si c'est les autres clients, c'est 10 à 12% comme vous dites. Maintenant, si c'est Diaspora Entrepreneurship, si c'est le programme Diaspora Entrepreneurship, c'est 7 à 8%. Voilà, donc ça, c'est quand même un avantage considérable pour ces personnes-là qui viennent
et qui vont avoir leur financement à un taux quand même qui est inférieur par rapport au taux du marché. Parce que, voilà, c'est Ami, et la réponse, une partie à ta question, c'est ça. C'est peut-être passer par des structures, comme il l'a dit, DSV ou encore, je ne sais pas, au niveau des incubateurs, comment ça se passe. Mais il y a des programmes qui sont là et qui, par l'air sérieux ou par leur capacité à rassurer le partenaire, arrivent à négocier des taux bas. Maintenant, concernant les fonds d'investissement, je n'en connais pas non plus, mais on peut toujours se renseigner. Et c'est une bonne chose qu'il y en existe au Mali. La deuxième question, c'est de savoir si… Alors, Mahamadou, Oui, si tu permets, je voudrais juste intervenir sur ce point. En fait, je suis d'accord, hein, Pape. Quand je dis que l'État n'a pas un rôle important à jouer, ce n'est pas vraiment ce que j'ai dit. Ce que je voulais dire, c'est qu'en réalité, il ne faut pas s'attacher et en faire un frein, en tout cas ce manque de volonté politique. Donc, je pense, hein, à mon niveau que des fonds d'investissement existent quand même au Mali. Ces fonds d'investissement, en réalité, sont… je pense qu'il faut une vraie cartographie et c'est aussi le rôle des structures d'accompagnement de trouver ces fonds. Je sais que IEP, par exemple, parce que comme vous le savez, ce qui se passe au Sénégal souvent se passe au Mali. Nous avons quasiment souvent les mêmes structures d'accompagnement, que ce soit Teranga Capital, que ce soit IEP, que ce soit d'autres structures d'investissement qui sont également au Mali. Après, je pense qu'avec la cartographie que les structures d'accompagnement pourront faire, ce serait intéressant de pouvoir en tout cas partager cela avec la diaspora malienne. Mais aussi, ce qu'il faut voir, ce sont les mécanismes alternatifs de financement qui existent. Je sais que il y a pas mal de structures, notamment ADA, qui est une structure d'appui à la microfinance, qui intervient aussi au Mali, d'ailleurs via Donilab, sur des programmes qui mettent en place des mécanismes alternatifs au financement à travers les institutions de microfinance. Donc avec des taux qui sont revus, parce qu'on sait que dès qu'on parle de microfinance, on est vraiment sur des taux finalement qui semblent usuriers, mais en réalité, il y a un travail qui est en train de se faire, un travail qu'il faudra bien entendu que ces incubateurs qui accompagnent ce programme puissent identifier davantage et fournir l'information à toute la diaspora en termes d'alternatives de financement. Après, vous avez bien entendu ce système qui est celui des business angels. On sait que voilà, il y a beaucoup aussi de bonne volonté qui sont là, qui veulent bien investir dans des structures. Ce sont des privés qui se mettent soit en réseau, soit qui sont seuls pour pouvoir accompagner. Et bien entendu, n'oublions jamais une chose, c'est que le Love Money reste une des premières sources de financement de nos entreprises africaines. Le Love Money, c'est vraiment l'accompagnement de la famille. Donc, moi, je serais ravie, en tout cas, d'échanger et de partager les différents fonds d'investissement qui existent au Sénégal, qui pour la plupart interviennent aussi au Mali. Et je pense qu'à travers Birama, on pourra mettre à disposition toutes ces informations-là à travers le réseau Malinov pour que la diaspora puisse bénéficier de cette information-là. Et pour finir, j'exhorte vraiment une vraie cartographie de ces sources de financement qui existent pour le Mali. Tout à fait. Effectivement, j'avais une question dans ce sens que j'avais oublié de poser, mais vous me tendez la page, du coup, c'est bien. D'abord, il y a quelqu'un qui met en commentaire un lien, IETP, je crois, .com. Est-ce que c'est bien ça? Il pose une question, vous pouvez regarder. Si c'est bien ça, c'est un fonds d'investissement que la personne a mis en lien. Mais bon, vu qu'on est un peu dans la phase question, j'ai gardé ma question plus tard, mais c'était plus quelle vision les entreprises doivent avoir, une vision sous-régionale ou même au-delà de l'espace IEMOA. Le marché malien peut paraître petit, le marché sénégalais également. Et quelle vision ils doivent avoir, en fait, de dire tout simplement qu'on peut chercher des opportunités ailleurs. Vous venez de parler d'un fonds d'investissement qui peuvent être au Sénégal, mais qui peuvent financer également des entreprises au Mali. Donc, ça sous-entend que ces entreprises peuvent aussi envisager une expansion vers des pays voisins. Donc, je donne la parole à monsieur… Oui, papa. Papa, monsieur Koulibaly.
à ce que Fatih m'a dit. D'ailleurs, si on avait, bon, je connais un peu Dakar, j'ai accompagné aussi des porteurs de projets sénégalais à Dakar qui ont bénéficié d'un financement. Il y a des structures là-bas, comme si on avait des structures comme ici, ça allait être bien. La DER, par exemple, qui est une structure de la présidence que la présidence a mis en place et qui finance les projets des Sénégalais qui viennent investir à Dakar. Donc, j'ai été partenaire avec eux. Il y a aussi de la DPME. Donc, la DPME qui a même financé le projet de la gagnante que j'ai ramené. Donc, en fait, c'est bien structuré à Dakar. Déjà, je crois qu'ils ont fait un grand pas parce qu'ils ont des structures sur place qui sont là uniquement pour financer directement les porteurs de projets. Donc, bon, malheureusement, on n'a pas ça au Mali encore. Si on peut avoir des structures, c'est pour ça que j'incite toujours. C'est pour ça que moi-même, personnellement, je suis en train de me battre auprès des autorités maliennes pour qu'on. Bon, papa a un petit problème de connexion. Monsieur Koulibaly, vous êtes là. Ali Koulibaly, demandez la parole. Vous avez une question? Oui, bonjour. Merci. Excuse-moi, j'ai été appelé. Ah oui, le son est coupé. Papa, donc du coup, on va donner la parole à Monsieur Koulibaly. Peut-être que la question vous sera destinée. Monsieur Koulibaly, vous avez la parole pour poser votre question. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je ne pense pas que ma question soit dans la lignée de ce qu'allait dire papa. C'était vraiment par rapport à une mesure d'organisation opérationnelle, par rapport à une personne de la diaspora comme moi, qui a un emploi en France et qui souhaite investir et s'investir justement au Mali ou au Sénégal. Je voulais savoir s'il y avait des exemples parmi les panélistes de personnes issues de la diaspora qui ont quitté leur emploi en France pour investir et s'investir au pays et créer une entreprise là-bas. Donc, est-ce qu'elles ont pris du temps pour elles, c'est-à-dire prendre des jours de congé pour travailler et mûrir leur projet? Comment s'est passée la transition entre le fait de quitter leur travail en France ou quelque part d'autre en Europe pour aller s'installer au Mali ou au Sénégal ou ailleurs? Est-ce qu'on a des exemples des retours d'expérience de personnes comme ça dans le groupe? Ok, Oui. Merci beaucoup. Papa, tu as la parole, mais je vais aussi intervenir sur ces points. Merci beaucoup, M. Koulibaly, pour la question. Elle est intéressante. Voilà. Je peux répondre à sa question. Il souhaite savoir s'il y a des personnes qui travaillaient en France et qui sont venues investir dans leur pays. Oui, exactement. Et comment ça s'est passé? Voilà, comment ça s'est passé le déroulement en fait. Pardon? Oui, exactement, monsieur Papa, c'est exactement ça. Mais comment s'est passé le déroulement? Comment a été leur retour d'expérience, ce par quoi ils sont passés pour quitter en fait certains conforts qu'ils ont eu en France ou quelque part d'autre en Europe et vraiment prendre le pas de quitter ce job, quitter tout cet environnement pour aller définitivement en Afrique. J'ai bien compris, il s'agit de mon cas personnel. Moi, effectivement, je travaillais chez Bouygues Télécom en France, j'étais dans le salariat. Donc, bon, je voyais à peu près comment ça se passait et je voulais être mon propre patron. Je me disais que j'ai beaucoup appris là-bas chez Bouygues Télécom, service de type, pendant presque 10 ans, 11 ans. Et j'avais une envie forte de venir chez moi, dans mon pays d'origine, pour investir. Et comme à l'époque, Bouygues était, on va dire, sponsor comment on appelle, du concept Star Academy, que je regardais dans les backstage et tout, je me suis dit, ah tiens, je peux prendre ce concept-là, je vais le reproduire chez moi en Mali. Et c'est ce que j'ai adapté et j'ai appelé ça Kasana. Et je suis venu, je l'ai fait, mais ça a dépassé toutes les prévisions. L'impact a été tellement fort que moi-même, ça m'a dépassé. Donc voilà, c'est quelque chose, tout le monde peut le faire, voir ce qui marche à l'étranger, venir le copier dans son pays d'origine et le faire bien, vraiment professionnellement. Mais concrètement, tu as fait comment? Est-ce que tu as pris les risques et tu t'es dit, mais je prends mes bagages, CDI, je m'en fous, je rentre au pays, excuse-moi d'être... Mais voilà, plus concrètement, en fait. Plus concrètement, j'avais la chance d'avoir des bons patrons parce que je m'entendais très bien avec eux. J'ai fait un licenciement à l'amiable. De toute façon, ils m'ont rassuré, même si ça ne marche pas, si je reviens, ils peuvent m'embaucher. Donc, j'avais un 1%. Par contre, j'ai gardé ça en attendant. Je venais au Mali tous les 2-3 mois. Et j'ai essayé de, voilà, comme je vous avais dit au départ, on a tapé à toutes les portes pour voir les partenaires, déjà partenaires télé, parce que moi, mon truc, ça visait les télévisions. J'ai été voir les télés au Mali, télé privée, télé nationale, essayer de voir avec eux si je peux mettre un partenariat, essayer de trouver des partenaires pour les convaincre par rapport à mon projet. Et donc, ça m'a mis un peu de temps. J'étais avec un partenaire avec qui j'ai quitté la France, avec qui je suis venu à Bamako. Et donc, tous les deux, on n'arrêtait pas de faire de porte en porte pour essayer de concrétiser notre projet. Et Dieu merci, on y est arrivé parce que, lui, l'impact, ça nous a propulsé.
D'accord. Merci beaucoup, M. Wan. Je sais aussi qui souhaite intervenir. C'est important cette question, aussi bien que les autres ont. Mais en général, les gens sont dans cette situation. Ils ont un certain confort, une certaine sécurité. Mais comment laisser tout cela pour entrer au pays? Donc, certainement, la meilleure réponse, c'est ceux qui sont déjà au pays, qui ont fait le pas, qui pourront nous dire par quel chemin ils sont passés. On verra si c'était des suicidaires et si on veut faire la même chose, ou si c'était tout simplement des visionnaires. Monsieur, si vous êtes là, vous avez la parole. Merci, si c'est pour me donner la parole et bravo à tous les panélistes et autres. C'est extrêmement intéressant cet échange. Je pense qu'il faut challenger son confort en fait, comme l'a dit Pape. Et moi, j'ai un cas un peu particulier parce que je suis rentré directement après les études. J'étais sur un projet de pompe à eau manuel, ça n'avançait pas. C'est-à-dire, j'étais au Canada, je pouvais mettre 6 mois à avoir un minimum d'informations, à appeler tout le monde. Bon, à l'époque, il n'y avait pas WhatsApp, donc ça coûtait encore plus cher. Et je suis allé au Mali et je dirais en 3 mois, j'ai fait ce que je n'arrivais pas à faire en un an. Et j'ai eu mon premier contrat. J'ai appelé mon frère qui était au Canada encore. J'ai dit, écoute, tu gardes mes affaires, moi je reste ici. C'est comme ça que je suis rentré. D'accord. Et quelques mois après, j'ai réussi à convaincre, donc c'était dans les pompes à eau, hein, installer des systèmes hydrauliques là, dans les villages. De fil en aiguille, on a réussi à convaincre nos grands commerçants à investir dans une nouvelle structure qui faisait les forages hydrauliques. Donc, c'était la première société de forage hydraulique malienne. Avant, c'était que des sociétés étrangères qui faisaient ça. Bara SA. Et par la grâce de Dieu, bon, on a commencé à faire des appels d'offres, des trucs et autres, et on a eu nos marchés. Et je me suis retrouvé actionnaire d'une société qui faisait plusieurs milliards juste 2 ans après mon retour. Ouais. Donc, comme quoi, effectivement, ça nous place face à des opportunités parce qu'il y a des choses à faire. C'est l'histoire du commercial qu'on envoie en Afrique et il arrive et il doit vendre des chaussures. Il voit les gens avec des sandales et la moitié à pieds nus et il dit, ah, là-bas, là, patron, vraiment, il n'y a pas de marché. Hein. Les gens, là, ils portent pas de chaussures. Et le patron le renvoie et lui dit, mais toi, tu n'as rien compris. Au contraire, il y a tout un marché puisqu'il y a toutes les chaussures à vendre. Donc, c'est vraiment, on se pose la question, est-ce que c'est le verre à moitié vide ou à moitié plein? Je crois que ce que démontrent aussi les autres témoignages, c'est que les opportunités sont là. Ça va pas être facile, mais c'est facile nulle part. Ça, pour un entrepreneur, et aujourd'hui, pour avoir entrepris aussi bien en France, aux Émirats, au Sénégal, au Mali, dans d'autres pays, je peux dire, il n'y a pas un pays qui est facile. Hein. Maintenant, chaque pays a ses complications. Il faut arriver à justement les compenser et puis avoir la foi et foncer, hein, parce que c'est ça l'entrepreneuriat, hein, arriver à construire le truc. Il ne faut pas être borné sur son projet et puis avancer. Et avec la grâce de Dieu, ça va bien se passer. Voilà. D'accord. Merci. Excellent. Merci beaucoup, M. Si, pour ces témoignages. Effectivement, ce cas est différent parce qu'en général, ceux qui terminent les études souhaitent rester ici et c'est une sorte d'enlisement qui se met en place et c'est très difficile de s'en sortir après. En tout cas, comme vous l'avez dit, il faut challenger son confort. En tout cas, s'il y a une phrase à retenir, c'est un peu ça. Il faut prendre les risques, comme Papa l'a dit. Et on sait très bien que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui va être très, très difficile, que ce soit ici en France ou dans nos pays. Maintenant, quitter un confort pour y aller, voilà. Moi, pour répondre en tout cas, à parler de ma propre expérience à ce niveau, M. Koulibaly, j'ai fait ce choix il y a peu de temps. Mais moi, j'ai décidé de me mettre un peu, je négociais mon contrat. Hein. Je me suis mis tout petit peu au chômage et resté à la maison, travailler mon projet parce que je savais que les cadres salariales ne me convenaient plus. Une fois que c'était bon, ben, écoute, j'ai tout arrêté, j'ai décidé de rentrer au pays. Maintenant, les risques qu'il y a, souvent on se dit, si ça ne se passe pas bien, j'y reviens. Il faut peut-être faire comme M. Si, dire, bon, écoutez, gardez mes affaires, je veux là-bas, les temps que ça marche ou pas, je ne reviendrai pas dans un premier temps et je vais attendre que ça marche. Voilà, les risques que nous, on a, en tout cas aux jeunes ici en France, on se dit toujours, si ça ne marche pas, je peux toujours revenir. Donc, on part déjà avec cette idée-là de, voilà, à moitié réussite, moitié échec. Donc, si moi, j'ai un petit conseil, si je peux me permettre à vous donner, c'est d'abord, peut-être, ça dépend de votre boulot, hein, chaque personne a son cas spécifique,
prendre le temps de mieux travailler les projets ici et puis profiter des vacances, poser 2 semaines de vacances, 3 semaines de vacances, aller sur le terrain, tâter le terrain, voir les projets que vous portez, s'adapter réellement au terrain et ensuite vous allez faire les grands sauts. En tout cas, M. Sid l'a fait, M. Wan l'a fait et moi, en tant que petit victoire, je le fais également. Donc, ça veut dire que ça peut marcher pour d'autres. S'il y a d'autres questions dans le public, je m'en vais avec... Allô? Quelqu'un souhaite intervenir? Il y a quelqu'un, le micro est ouvert. Monsieur Koulibaly, monsieur Si, et pour moi j'aimerais intervenir. Allez-y, vous avez la parole. Vous êtes, présentez-vous, on ne vous voit pas. Oui, je comme Mamadou. Ah, monsieur Comé, bienvenue. Merci beaucoup, merci pour l'initiative, merci aux panélistes. Moi, je voulais surtout intervenir en deux phases. D'abord, sur le qui est en cours là, le d'entrepreneuriat. Monsieur Comé, vous avez un petit problème. Bénéficiaires qui gagnent. Non, pas vraiment. J'ai froid. Ça va là? Oh, putain. Ça va maintenant le son? Allez-y. Vous m'entendez? Oui, là c'est bon. Allez-y, monsieur Comé. On vous écoute. Oui, j'ai dit je voulais, dans un premier temps, intervenir sur le cours là concernant le projet qui alloue 14 000 gagnants au 20 gagnants. Je voulais surtout avoir le chronogramme. Je peux oui. Vous m'entendez? Je peux me permettre de vous couper, s'il vous plaît? Oui, essayez de changer de position là où vous êtes. Est-ce que vous pouvez vous déplacer, changer d'emplacement? Parce que le son n'est pas très bon. Oui, je suis. Problème de connexion. Vous m'entendez bien là? Oui, là c'est bon par contre. D'accord, bon, je me suis déplacé. Ok, là c'est bon, allez-y. Voilà, je disais, je parlais surtout sur le projet en cours là, actuellement, que Jokalab dirige là, concernant le projet qui alloue 14 000 € aux 20 qui gagneraient, aux 20 entrepreneurs qui gagneraient. Je parle de ce projet-là. Okay. En fait, moi, j'aimerais bien avoir le chronogramme. Je sais que c'est la fois passée qu'il fallait parler de ça, mais bon, je n'ai pas eu l'occasion d'en parler. J'en parle parce que pour la mobilisation pour ces projets-là, ça fait plus d'1 an que ça est en cours là avec le co-développement. Moi, je suis le président de INAGRIM, Initiative agricole pour le Mali en France. Donc, on a été associé à la mobilisation en faveur de ces projets-là. Donc, chaque fois que M. Barry, le coordinateur de CODEV Mali, venait, donc voilà, il nous sollicitait pour aller voir les Maliens. Donc, ou même, on l'a fait intervenir lors de notre forum sur l'agriculture. Donc, ce projet-là a été évoqué plusieurs fois et les gens attendaient vraiment le retour parce que le début de ce programme-là, je sais que ça commence là, mais vraiment, on n'a pas eu de retour sur, comment on appelle, le détail pour pouvoir communiquer sur ça avec ceux qui attendent vraiment l'information. Donc, je voulais vraiment signaler ça. S'il y a des membres de Jokalab ou bien la structure qui pilote ça au Mali et ici en France, là, qu'ils sachent que vraiment, il y a beaucoup de gens, puisqu'il faut se dire, on ne sait pas tout le monde malien là qui vont qui participent au webinaire. Donc, il y a plein de gens qui n'ont pas encore l'information parce qu'ils ont reçu l'information à travers nous, notre réseau. Donc, moi, j'entends vraiment des détails bien précis pour pouvoir communiquer là-dessus. Comme on nous a sollicité pour sensibiliser là-dessus, c'était normal qu'on nous informe sur les détails sur ce projet-là. Ça, c'est un. De deux, maintenant, je voulais parler concernant l'entrepreneuriat. Vous savez, donc, beaucoup de choses ont été dites sur l'entrepreneuriat. Mais il y a quelque chose quand même qu'il ne faut pas qu'on oublie. Ça, c'est la diaspora. Je sais que pour entreprendre, il faut se déplacer pour aller au Mali, il faut vraiment se sacrifier pour aller, mais il faut aussi se dire que, vu que, comme on appelle, le pouvoir, la manne financière qui est issue de cette diaspora-là est tellement colossale et qu'il faut se dire aussi qu'il y en a qui pour la sécurité de l'emploi, ont peur, comme on appelle, ne veulent pas abandonner leur boulot pour aller au Mali, mais ils veulent investir au Mali, c'est-à-dire prendre des parts dans des sociétés. Mais le problème qui se passe, c'est que
il n'y a pas une sécurité. Nous, on l'a évoqué plusieurs fois dans nos forums pour que l'État puisse intervenir, pour qu'on puisse vraiment, par exemple, labelliser des entreprises et attirer l'investissement de la diaspora, puisque le problème, c'est quoi? C'est la sécurité. Moi-même, j'ai participé au salon de l'agriculture à Bamako. Il y a beaucoup de gens qui venaient vers nous parce que nous, on a mis un petit fonds là en place là, mais on n'a pas pu nous investir parce qu'il n'y a aucune sécurité. Tu t'investis dans une entreprise qui vient te présenter le jour au lendemain, ça peut disparaître. Donc, il faut qu'il y ait une certaine structuration et qu'on puisse attirer cette manifestation-là de la diaspora. On a beaucoup parlé de financement qu'on a du mal à trouver auprès des banques. Mais si cette diaspora-là peut participer dans des entreprises, je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Donc ça, c'est un sujet qu'il faut vraiment débattre et mettre des modèles en place. Merci. Merci beaucoup, M. Koumé, pour vos interventions. La première partie, je pense que M. Savenera pourra apporter une petite réponse, même si moi, je vais essayer également. On a des liens qui ont été mis sur le site pour savoir comment candidater. Sinon, vous avez aussi les sites de Construire les Mali. Il y a pas mal d'informations là-dessus. Nous avons les points focaux qui est là, qui pourra nous donner plus d'éléments. Monsieur Koumé, qui est aussi quelqu'un de très connu dans la communauté, en tout cas en termes de communication, disait qu'ils ont été sollicités au début du projet, en tout cas en phase préparatoire. Et maintenant que le projet est lancé, ils n'ont pas beaucoup d'informations. Pourtant, il y a beaucoup de personnes qui seraient intéressées. Comment faire maintenant pour atteindre que la communication arrive à ces personnes? Ça c'est pour vous. Maintenant, pour la partie savoir si on peut labelliser des sociétés pour que la diaspora qui ne peut pas forcément rentrer au pays puisse investir, puisse être actionnaire, prendre part dans ces sociétés. Je ne sais pas si M. Si est avec nous ou Fatim, si ces modèles existent au Sénégal. Est-ce qu'on peut rentrer dans le capital d'une société tout en étant dans la diaspora? Quelle sécurité on a? Voilà, cette question reste ouverte. C'est lui qui se sentirait à l'aise pour y répondre. Mais rapidement, nous avons la question de Mme Mariam Sarr qui demandait est-ce qu'il y a un répertoire des ressources qui peuvent aider les futurs entrepreneurs. Bon, écoutez, nos pays ne sont pas malheureusement très organisés en termes de communication. Vous avez forcément des structures qui sont là, mais qui communiquent moins. À vous, peut-être entrepreneur, d'aller sur Internet, voir un peu ce que les uns et les autres font. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de structure formelle dédiée, en tout cas à la diaspora, pour aider à son retour. Nous, CNJ, nous avons monté un projet. M. Savenera, qui est le point focal, est également membre du CNJ, c'est lui qui est en charge de ce dossier avec l'ambassade. C'est d'avoir un guichet unique auprès des consulats ou auprès de l'ambassade pour que toutes les informations nécessaires, les statistiques, les données, les secteurs porteurs, tout ce que vous souhaitez avoir comme information avant de vous déplacer, que vous puissiez l'avoir déjà sur place ici à Paris. Arrivé au Mali, que vous ayez une structure aussi qui vous accompagne, qui vous aiguille vers les incubateurs ou autres. Pour l'instant, c'est un de nos combats et on compte sur vous tous, puisqu'on sommes en train de, semble-t-il, réécrire une nouvelle page de notre histoire. Et c'est le moment de faire des propositions. Pour ne pas monopoliser la parole, je reviendrai ensuite sur une autre question qui a été posée. Il y a plusieurs questions d'ailleurs. Monsieur Savenera, par rapport à M. Koumé, rapidement, voilà, comment faire pour postuler et comment avoir des informations sur Construire le Mali? Voilà, je pense que merci M. Cissé, merci M. Koumé. Voilà, merci à tous les participants. Je pense que ce projet est d'une importance capitale pour notre pays. Comme on l'a dit, d'abord, c'est d'identifier les membres de la diaspora malienne qui sont porteurs de projets. Donc, aujourd'hui, on a mis en place toute une information si vous voulez avoir vraiment des informations concernant ce projet. Donc, il y a les sites de Construire le Mali, qui est construiremali.malinov.ml, donc / le projet. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, si vous ouvrez, il y a tous les onglets par rapport au projet, par rapport aux conditions de candidature, par rapport à la formulaire qu'il faut remplir, également le critère de sélection, donc également le partenaire de ce projet. Voilà, donc vous pouvez avoir toutes ces informations. Donc, également, il y a mon nom sur également l'affiche qui a été faite, enfin, mon numéro dessus. Donc, vous pouvez appeler si vous avez besoin des informations spécifiques par rapport à ce projet. Et si je suis en mesure de vous répondre, je vous répondrai. Voilà. Donc, je pense que, Monsieur Koumé, vous pouvez aller sur le site Construire le Mali et vous trouverez toutes les informations concernant ce projet. Donc, il y a eu un premier webinaire d'ailleurs qui a été fait la semaine dernière et qui parlait également de ce projet. Donc, beaucoup de choses ont été dites
Et ce projet, ces webinaires également est sur YouTube. Donc, ça peut vous permettre de comprendre un certain nombre de choses par rapport à ce projet. Pour revenir, pour terminer rapidement par rapport à une question qui a été posée par rapport à comment on peut avoir tous les porteurs de projets. Je pense que Cécile l'a dit, je suis également membre du Conseil national de la jeunesse malienne de France. Et là, on est en train de travailler avec l'ambassade, les autorités diplomatiques et consulaires par rapport à cette question, parce que nous avons vu qu'il y a beaucoup de membres de la diaspora qui veulent vraiment entrer au pays et qui ne savent pas à qui s'adresser. Donc, il faudra vraiment trouver de canaux pour pouvoir s'adresser à des personnes et pouvoir investir au Mali, et qui est encore une fois, comme l'a dit certains de nos participants, et qui est encore un terrain vierge et qu'il faut vraiment y aller pour pouvoir créer des entreprises. Parce que l'entrepreneuriat, je pense que c'est ça aujourd'hui la clé du succès. Voilà, donc pour résumer, donc, si vous voulez des informations, allez sur le site de Construire le Mali, vous aurez des informations. Et si vous avez vraiment besoin des informations spécifiques, vous pouvez appeler sur le numéro du point focal qu'on va écrire en chat. Donc, et là, nous vous tiendrons informés par rapport à tout ce qui se passe par rapport à ce projet. Mais pour vous dire déjà qu'il y a 50 personnes qui ont été déjà sélectionnées, donc ça reste 50 personnes qui peuvent encore postuler à travers ces liens qui défilent sur le bas qui défilent en scroll. Voilà, merci. Si je peux compléter, Monsieur Cissé. Allô? Oui, merci, merci de me donner la parole, bravo, merci à notre point focal Birama d'avoir donné ces précisions. Alors déjà pour clarifier l'organisation du projet, c'est vrai que certains ont pu être un peu perdus parce que le dispositif France qui incombe à Jocolab effectivement a mis du temps à se mettre en place pour des questions purement administratives et logistiques. Mais on s'est attelé assez rapidement à le faire, et puis en plus avec le Covid qui est venu compliquer le delivery du projet. Effectivement, il y a eu un premier appel à projet, le dispositif France n'était pas là, donc ça a peut-être créé beaucoup de confusion et de manque d'informations. C'est ce qu'on essaye de pallier maintenant, déjà avec Birama qui est un point focal disponible, et effectivement avec une permanence téléphonique qui est mise en place. On prend aussi un recueil des retours qu'on a et qu'on envoie au Mali, parce que visiblement, il y avait un problème de communication aussi entre la perception en France, la compréhension en France, les questions que se posaient les gens de la diaspora, justement, et par rapport au programme. Donc, on leur donne ces informations-là, ce qui leur permet aussi de réajuster, d'améliorer et même de mettre plus d'informations sur le site pour que tout le monde puisse en bénéficier, que tout le monde capitalise sur les questions des autres. Donc ça, c'est vraiment tout un processus qui est en cours. Je pense que ce qu'il faut voir, c'est que, comme on l'a pas mal dit, et nous, c'est vraiment dans l'ADN, et c'est ce qu'on pousse au niveau de Jocolab, c'est de dire déjà, il faut qu'on apprenne à travailler tous ensemble. Donc, le dispositif France, vous verrez, Birama est extrêmement ouvert. On a vraiment essayé de réunir autour de la table tous les acteurs possibles qu'on a pu rencontrer. Donc, je pense qu'on a pris contact avec ceux qui étaient disposés. S'il y en a d'autres qui veulent vraiment, je vous invite à prendre contact avec Birama pour voir comment justement relayer les informations, avoir un lien particulier et pouvoir diffuser dans votre réseau. Ça, c'est la première chose, parce que derrière, il y a un objectif d'identification, parce que ce projet n'est qu'un projet pilote. Je pense que ça, il faut vraiment le comprendre. Ça a mis du temps à se mettre en place. Ça a été très difficile parce qu'il y a eu beaucoup d'acteurs impliqués. Et il y a des projets comme ça qui ont été montés, qui ont été des échecs. Donc, les partenaires aussi étaient frileux, de la même manière que les gens de la diaspora sont frileux. Et c'est pour ça, justement, qu'on a dit il faut qu'on arrive à créer des dispositifs aussi de proximité avec Jocolab sur la France, par exemple. Pourquoi Jocolab? Parce qu'en fait, on est présent sur le Mali et sur la France, et sur d'autres pays d'ailleurs. Et quand on dit en France, on est présent à Nanterre, on est présent à Marseille, on est en train de s'étendre sur d'autres zones. Et il faut voir que ce projet-là, normalement, est européen. Et vous voyez qu'on a impliqué ADIFE, qui est une association de la diaspora africaine, d'ailleurs initiée et présidée par un de nos
un de nos ressortissants, Youssouf Diakité. Et donc voilà, donc c'est assez intéressant d'ailleurs parce qu'on se rend compte et les gens se découvrent. Hein. Moi, j'ai franchement deux choses que je retiens depuis le début de notre implication dans ce projet, donc depuis à peine 2 mois. C'est vraiment l'intérêt de la diaspora, malgré la crise. Et ça, c'est vraiment louable et ça nous montre vraiment que le Mali a des dignes fils qui sont prêts à s'engager malgré la crise, mais aussi parce qu'ils voient que d'autres sont là-bas et effectivement, comme ça nous a été présenté, sont en train de performer sur le pays. Donc les opportunités sont là malgré la crise. Deuxième chose, et ça, cet engouement-là est vraiment encourageant et je peux vous dire que les partenaires ont été surpris parce que dans d'autres pays, ils n'ont pas eu un tel engouement. Et donc, ça les encourage à voir pour une deuxième phase de ce projet, Inch'Allah, à la suite de ce qui sera fait quand ce premier programme sera fermé. Donc, ceux qui y auront soumis des projets, certes, il ne reste plus que 50 places, mais je veux dire, entre guillemets, ce n'est pas forcément perdu parce que c'est des projets qui seront là et qui seront sûrement peut-être recontactés dans le cadre d'un autre programme où justement l'idée, c'est aussi d'identifier qu'est-ce qui se fait. Ça va être aussi de présenter aux autorités qu'il y a quand même une volonté qui est là. Et je pense qu'ensemble, il faut qu'on arrive à construire maintenant des dispositifs tirant les leçons de ce qui va se passer pour pouvoir accompagner la diaspora au mieux pour investir. Alors, quand on parle d'investissement, c'est un très gros sujet que l'investissement à la diaspora. Et particulièrement quand on parle de la France, parce qu'en fait, vous savez que si on veut mettre un dispositif, et moi j'ai particulièrement travaillé dessus, il faut qu'on ait un agrément à l'Agence des marchés financiers. Donc, c'est pas comme ça, on ne peut pas s'improviser pour faire quelque chose. Il y a un dispositif qui existe, d'ailleurs, qui a été soutenu par l'Agence française de développement. Je pense qu'on va accrocher d'eux, c'est le FabDev, qui a déjà son agrément, etc. Il y a des dispositifs qui essayent de se mettre en place avec, vous avez dû voir, un fonds avec une association africaine assez en vue, c'est qui publie le Ouzou des Africains de France. Et donc, mais on voit bien que depuis 2 ans, malgré tous les soutiens qu'ils ont eus de personnes extrêmement connues, ça n'a pas fait avancer leur dossier, ça se bloque au niveau de l'Agence des marchés financiers. Donc ça, c'est des choses qu'on est en train d'étudier pour voir effectivement comment la diaspora pourrait au mieux bénéficier de ce type de dispositif qui les sécuriserait un peu plus et qui leur donnerait un mécanisme plus simple pour investir. Merci. Okay, parfait. Merci beaucoup, M. Si, pour ces éclaircissements et surtout venez compléter ce que Saounera disait tout à l'heure. Comme ils l'ont dit, on ramassé rapidement que 50 projets ont déjà été sélectionnés, 50 autres sont en phase d'être sélectionnés. Au-delà de tout ça, ça c'est un projet pilote. Donc, les projets qui ne seront pas retenus peuvent toujours espérer sur la suite de ces programmes. En tout cas, merci pour ces précisions et que ce n'est pas évident, malheureusement, à mettre des projets aussi énormes en place. Forcément, il y a des couacs au début. Nous allons compter sur l'intelligence des uns et des autres pour comprendre qu'il y a un début à tout. Nous allons tous nous investir pour que ces premiers projets soient une réussite et que par la suite, d'autres projets pourront être financés. Donc, il y a un lien qui vient d'être mis par Salimata. Merci beaucoup pour les liens. Saounera, si vous pouvez aussi mettre les liens de candidature, ce serait bien. Il y a d'autres questions qui sont là, mais malheureusement, on va manquer de temps. Rapidement, je vais essayer de... Il y a Abdoulaye qui posait des questions, mais c'était plutôt par rapport au CNJ. Moi, je vous donnerai mon contact. J'ai mis les liens du CNJ. Si vous voulez bien m'écrire là-dessus, je pourrais vous répondre. En tout cas, c'est une structure qui est ouverte à tout le monde et puis on fait pas mal d'activités. Il y a les liens de la page, vous pouvez vous renseigner là-dessus et me prendre un inbox avec plaisir. Je pense qu'on peut aller à l'introduction. Il y a beaucoup de choses intéressantes qui ont été dites. Il ne faut pas que ça soit trop long et que finalement les gens oublient les phrases poétiques de notre Fatim depuis Sénégal. Et aussi la motivation de Papouane qui disait que l'argent c'est en Afrique. Donc du coup, laissez vos 1500 et puis rêvez plus grand. En tout cas, je vous donne la parole à un dernier tour de table, sauf si on a quelqu'un dans le public qui souhaiterait rebondir ou en tout cas poser une question rapidement, mais vraiment rapide. Sinon, je donne la parole à notre panéliste pour conclure. Quelqu'un vous souhaiterait parler ou c'est bon? OK, on est bon alors. Les questions qui restent posées là, c'est du CNJ et les questions qui ont été posées sur Internet, il y en a 5 ou 6, mais je ne pense pas qu'on aurait le temps d'y revenir. En tout cas, je donne l'honneur
notre chère Fatim depuis Dakar en tout cas, de conclure en tout cas sur une note positive. Tout ce que vous avez dit derrière, ça a été positif. Mais quel message vous avez à l'endroit des jeunes de la diaspora pour les inciter à rentrer au pays et leur dire tout simplement que l'avenir est là-bas? Vous avez donné pas mal d'astuces déjà, c'est déjà pas mal. Mais en tout cas, si vous pouvez faire un ramassé en 2 ou 3 minutes pour conclure. Madame Nox, vous êtes là? Oui, je suis là et d'abord, je suis très, très ravie et je voudrais remercier l'écoute de chaque participant à ce webinaire. Pour conclure, j'ai juste envie de rappeler que nous restons quand même dans une dynamique sous-régionale. Le Sénégal et le Mali sont des pays frères. Nous partageons une chose essentielle qui est notre monnaie. Donc, nous sommes tous les deux membres de l'UEMOA, ce qui favorise évidemment l'acquisition des marchés, ce qui favorise la circulation, la libre circulation des biens, des services, ce qui étend également l'accès aux différents marchés et aussi des capitaux. Donc, n'hésitez pas vraiment à rester sur cette dynamique sous-régionale, de travailler en réseau surtout, de vous dire que bon, vous avez la chance aujourd'hui d'être accompagné, pour ceux qui participent en tout cas à ce programme, d'être accompagné par un consortium, ça veut dire des personnes qui se sont mises en réseau pour pouvoir continuer et que dans ce réseau, vous avez quand même Jocolabs présent dans plusieurs pays d'Afrique, plusieurs pays membres de l'UEMOA et qui ne pourra en tout cas que favoriser l'acquisition de vos biens, des services et surtout, moi j'ai pour finir un conseil à donner à toutes mes sœurs et frères maliens, parce que j'aime beaucoup vous taquiner en disant que je n'ai jamais vu des personnes aussi parano que les Maliens. Et ça, c'est… Elle vient de gâcher la poésie, là. Ah non, 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 il faut bien que je reste sénégalaise, il faut bien que je finisse par une touche de taquinerie, de moquerie que nous avons souvent à l'endroit de nos frères maliens. C'est qu'en fait, arrêtez d'être parano. Tout à l'heure, une question a été posée. Tous les stéréotypes que vous avez, que vous vous posez, que vous avez en tête, sortez-les de votre tête. Travaillez de manière collaborative. Soyez bienveillants les uns envers les autres et ouvrez-vous au reste de l'Afrique. Donc, sans ça, vous ne pourrez jamais parvenir à créer des dynamiques collaboratives et vous ne parviendrez jamais non plus à vraiment travailler ensemble. Karim l'a dit il y a quelques moments, la réussite dépend de ce facteur de collaboration dont vous saurez faire montre tout au long tout au long du programme. Donc, soyez unis. L'union fait la force. Travaillons tous ensemble. En tout cas, nous ne travaillons pas que pour le Mali parce que le Mali fait partie de l'Afrique et l'Afrique aujourd'hui représente devant le concert des nations et du monde la richesse que tout le monde veut s'approprier. Donc, gardons-la pour nous avant tout et travaillons main dans la main pour pouvoir y accéder. Voilà, merci à tous. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et j'ai été très ravie d'être parmi vous. Merci beaucoup, Madame Nox. Jeff. Enchanté de vous avoir aujourd'hui sur ce plateau, dans cette conférence. C'était fort intéressant. Nous avons retenu beaucoup de choses que je vais peut-être ramasser à la fin de ce webinaire. Je donne la parole à Saounera. Quelques mots de conclusion. Je sais que vous venez de parler tout à l'heure du projet, mais bon, en résumé, quelqu'un qui vient de rejoindre. Vraiment, monsieur le journaliste, allez rapidement et à l'essentiel. En 2 phrases, résumez-nous encore une fois de plus le projet et à qui le projet est destiné. Enfin, les programmes. Voilà, donc merci beaucoup, Cissé. Merci à Fatoumata Niang. Franchement, merci pour la qualité du débat. Merci à M. Papawan et merci à Toumata Sissako et à vous-même, M. Cissé du CNJ, et à l'ensemble de personnalités qui ont posé des questions, à M. Karim, qui ont vraiment fait en sorte que ces débats soient vraiment un débat très constructif. Je reviendrai tout simplement
pour parler de ce projet qui est le projet Construire le Mali. Donc, je pense que le mot est très fort. Construire le Mali, c'est qui est très, très important pour nous, Maliens, issus de la diaspora. Aujourd'hui, c'est ce pays que nous avons. Donc, Fatoumata l'a dit, c'est pays également dans l'Afrique. Donc, nous réclamons tout le temps notre panafricanisme, notre malianité. Je pense que c'est le temps aujourd'hui de montrer cet aspect-là, également de postuler pour ce projet qui est Construire le Mali pour qu'on puisse vraiment faire en sorte que notre pays soit construit de façon économique. Voilà, parce que l'économie joue un rôle très important dans un pays. S'il n'y a pas beaucoup d'économie, donc du coup, ça pose vraiment problème. Donc à ce niveau-là, je pense qu'on a des porteurs de projets issus de la diaspora et qui veulent vraiment entrer au pays. Voilà, aujourd'hui, c'est une chance par rapport à ce projet. Karim l'a dit, il y a des incubateurs comme Jocolabs qui ont plus d'une dizaine d'années d'expérience et qui sont dans plusieurs pays africains et européens, donc qui peuvent vraiment aider ces jeunes qui veulent vraiment entrer au pays. Donc, je pense que c'est une chance, c'est une opportunité qu'il faut la saisir. Et donc, moi, je suis et je reste à votre disposition si vous avez des questions par rapport à ce projet. Donc vous pouvez me contacter à travers mon contact téléphonique que je vais écrire en bas, pour que vous puissiez le prendre. Donc, n'hésitez pas, ne dites pas que non, mon projet, c'est ceci, c'est cela. Je pense qu'on a des professionnels qui sont dans des structures d'incubation comme Jocolabs, comme Donilab, et qui peuvent vraiment vous booster et aller de l'avant. Aujourd'hui, le Mali, encore une fois, je répète, M. Cissé, le Mali, le pétrole du Mali, c'est la diaspora malienne. Donc, je pense que cette diaspora doit faire tout pour que vraiment le Mali puisse s'en sortir économiquement. Et voilà, donc si le Mali s'en sort économiquement, je pense que politiquement et sécuritairement, et du point de vue sécuritaire également, le Mali sera, voilà, le Mali va s'en sortir. Donc, à cet effet, j'invite tout le monde à postuler pour construire le Mali. Et donc, et on verra. Donc, merci encore une fois à tous ces participants pour ces débats très, très enrichissants. Merci à ma sœur du Sénégal, Djeredjef. Vraiment, li nga wax amul benn wérante quoi, Djeredjef. Voilà. Ok, merci. Ok, merci. Au revoir. Mais t'inquiète pas, le Sénégal, c'est aussi mon pays de cœur, même si je ne parle pas trop. Alors, merci beaucoup, Samnera, pour l'intervention et surtout pour te rendre disponible à la dernière minute. Et je pense qu'on va mettre les coordonnées, ceux qui sont intéressés pourront toujours prendre contact avec toi. Je donne la parole à M. Wan pour introduire. S'il peut faire moins long que M. le journaliste, ce serait bien. Hein, il est 20h. Allez. Je suis très heureux aujourd'hui de partager ce plateau avec vous tous. À Fatim qui est à Dakar, à Saoudera, donc à Paris. Je vais prendre son contact de toute façon. Et à toi-même, M. Cissé. Et je ne peux pas finir sans aussi remercier qu'il y a un beau projet d'Atoumata qui a le projet d'Ensemble. Là, c'est un projet que j'affectionne particulièrement. Ben, je crois qu'on a tous un devoir moral d'accompagner ces jeunes-là donc, vers le chemin de l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, je pense qu'on a comme objectif de les aider à réaliser leurs rêves aujourd'hui. Donc, moi, j'incite tous les entrepreneurs de la diaspora à travers DSV, à travers Construire le Mali, parce que je dirais que DSV, à travers Diaspora Entrepreneurship, a déjà été accompagné par Jocola, par Donila, par Teteliso. Et sans eux, je crois qu'aujourd'hui, on n'allait pas être là où nous sommes. Et donc, pour dire que être reconnaissant, c'est très, très important. Donc, moi, je remercie infiniment ces incubateurs-là qui m'ont accompagné à un moment où j'avais le plus besoin d'eux. Et donc, je dis merci à tout le monde et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Wan. Merci de votre disponibilité également et surtout pour ces partages d'expériences qui est fort intéressant. Hatoumata, vous êtes là? Hatoumata? Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Allez-y. Les joies de l'entrepreneuriat. À 20h, on va en réunion. Hein. C'est bien. Bah, écoutez, moi, je voulais rebondir sur ta question par rapport à l'état d'esprit, tout lâcher et partir en Afrique. J'ai envie de dire que c'est le même état d'esprit qu'on doit avoir même quand on doit entreprendre en France, parce qu'on est salarié, on a des petits doutes, on a des réticences. Mais
les blocages, c'est nous-mêmes qui les faisons. Il faut être juste ambitieux et voir plus loin que ce qu'on veut faire. Et après, ça va tout seul. Et le réseau, effectivement, il est important dans le sens où si on y va à tatillon, on n'ose pas parler de ce qu'on veut faire, c'est un petit peu compliqué. En tout cas, moi, je suis enchantée, je suis vraiment ravie d'être rôle modèle pour construire le Mali. C'est un honneur pour moi, on va dire, parce que on est la relève de nos parents, et j'aime à le dire, on est la relève de nos parents. On doit être là-bas, on doit être sur place, on doit faire en sorte que nos enfants également nous suivent et qu'ils aillent sur place. On doit leur apporter nos connaissances et apprendre énormément d'eux, c'est important. Donc voilà. Merci beaucoup, Hatoumata. On voit que vous portez votre masque, c'est bien. Hein? Il y a beaucoup de corona maintenant ici. Il y a un regain de corona, on va dire en quelque sorte. En tout cas, merci beaucoup à tous. Juste pour conclure rapidement, nous avions Madame Fatoumata Niang-Niox, directrice exécutive de Jocolabs Sénégal, Monsieur Papawan, qui est le fondateur et directeur général de Sudvision, c'est ça, Diaspora Sudvision. Et ensuite, nous avions Hatoumata Sissako, qui est la fondatrice, la promotrice de Ethnical Fragrance, et M. Saounera Birama, qui est le point focal de Jocolabs ici à Paris, et également membre du Conseil national de la jeunesse malienne de France. Si je peux résumer en quelques mots, pour rentrer au pays, il faut d'abord faire une préparation ici, mûrir son projet avant de faire les paris, avant de faire les grands sauts. Mais une fois sur place, Mme Niox nous disait qu'il fallait être humble et il fallait surtout s'adapter parce qu'on a souvent quitté ces pays très tôt. On a peut-être oublié certains codes où on est resté longtemps ici en Occident et les réalités ne sont pas les mêmes et qu'il faut être résilient parce que les contextes sont différents, les administrations sont différentes, tout simplement. M. Papawan disait qu'il fallait rêver grand et qu'il fallait connaître de l'ambition pour notre continent. Et au-delà du simple Mali, hein, c'est toute l'Afrique qui est vierge, qui a besoin de ses fils pour entreprendre. Et M. Saounera nous disait qu'il est complètement à notre disposition dans le cadre de ces projets Construire le Mali, qui est un programme qui accompagne les jeunes de la diaspora à retourner au pays, entreprendre chez eux. Maintenant, Hatoumata disait qu'il fallait effectivement qu'on fasse ces grands paris d'une Afrique meilleure parce que nos parents ont quitté pour se réaliser financièrement ici. Nous, jeunes diaspora, nous avons été à l'école, on a des diplômes, on peut tout à fait retourner chez nous, entreprendre. Mais ceci nous disait qu'il fallait challenger son confort parce que, tout simplement, qui ne risque rien à rien. Lui, il a quitté le Canada pour aller faire des pompes à eau au Mali et ça a marché. Et puis après, il est là où il est aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie tous et toutes pour vos contributions. Un petit clin d'œil à ma sœur pour dire que je crois que le Mali est le premier ou le seul pays africain où dans l'hymne national, on parle de l'unité africaine. Et notre père fondateur avait fait ses paris avec le Sénégal, même si ça n'a pas donné vraiment. Mais en tout cas, l'esprit était là. À nous, jeunes générations, de renouer avec ça et de nous ouvrir au monde. Et c'est fort intéressant ce que vous avez dit. Merci beaucoup à tous et à toutes. Et encore une fois de plus, merci au programme Construire le Mali et à Jocolabs d'avoir fait confiance au Conseil national de la jeunesse malienne de France. Nous allons nous investir de notre mieux et puis pour que ces projets soient une réussite pour la jeunesse de la diaspora. Merci Fatim jusqu'à Dakar. Merci à tous. Saounera et Hatoumata. Merci. Merci Cissé pour la modération. Merci. Bravo. Allez, portez-vous bien. Bye bye. À bientôt. Au revoir à tous. Au revoir. Merci. Après, elle a été enregistrée.